Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, l'agitation règne au sein du cosmos des podcasts culturels. L'équipe du Slip, le super limite et irrévérencieux podcast, se retrouve une nouvelle fois pour s'enregistrer sur le thème du Space Opera. Après avoir survécu à l'enregistrement du dernier épisode sur les pirates et surtout de leur rhum, Pedro Solo revient pour parler de musique. Accompagné de son compagnon, Chu Angelo Bacca, alias Angie, qui passe autant de temps à brosser ses poils qu'à jouer aux jeux vidéo, il se prépare pour une ultime bataille. Car, de son côté, le seigneur Sith, le comte Pépé, malgré son impitoyable nez lui enlevant toute possibilité de voir, potasse de nombreux livres pour cet épisode. Son maléfique et non vertueux serviteur Dark Mollusque l'aide dans sa quête de connaissances en bûchant sur une autre œuvre littéraire. Que se passera-t-il pendant ce podcast ? Qui perdra pendant le quiz ? Qui sera le Kubrick du podcast ? Aucune réponse à ces questions j'ai. Mais moi, Chacha, le Ewok, animera cet épisode. Et je sais qu'une chose, pour bien commencer cet épisode et pour qu'il s'enjaille comme il se doit, il est temps de lancer cet épisode avec cet interstellaire générique. T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Yippee-ki-yay, pauvre con. Nous, les nains, nous sommes des splinters. Les princes de la cuite. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Enculé de ta race! Un peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Alors bonne chance, Jean Jérôme! Le slip. Bonjour. Salut. J'espère que vous avez kiffé cette petite intro. Ouais, c'était rigolo. Ça change un peu d'être cool. On reparle encore de Dark Mollusque. Ouais. Toujours Ah bah là, c'était obligé. En plus, tu sais que j'adore Star Trek, alors... Bah oui. Donc, si vous l'avez bien compris, ce soir, on est réunis pour parler de Space Opera. Et du coup, nous avons notre petit Pedro qui est là. Comment il va ? Ça va, je te remercie. Ça va, t'as bien kiffé ce petit nom de Pedro Solo ? Ça va Oui. Pedro Plaisir Solo, Ouais. Plaisir solo. J'ai que ça à faire en même temps. Bah ouais. Je suis le salarié de Schrödinger, tu sais. Je sais pas si j'ai encore un boulot ou pas. Ah putain. Et du coup, Pépé aussi, il est là. Il va bien, le Pépé ? Bah oui, il va très bien. Il a fait de l'enduit aujourd'hui, il est content. Ouais, j'ai bossé dur. Ça, c'est un bonhomme, ça. J'ai des gros bras maintenant. Là, c'est pour ça que tu peux mettre ton anti-pop. Ouais, c'est ça, il voulait. Ça, j'ai plus de force. Et Mollusque, ça va. comment il va ? Bah ça va fort bien. Ça va ? On a bien réussi notre petite intro. Merci pour la technique. De rien. Et Angelo, comment il va bien ? Bah, ça va bien. Il a enfin joué à son jeu vidéo pour cette fois ? Bah oui, pour le coup, là, j'ai bien pensé celui-là. Donc comme je l'ai dit, on est ici pour parler de Space Opera aujourd'hui. Et pour nous introduire ce beau thème, c'est Angelo qui va nous introduire. Exactement, et je vais vous l'introduire après avoir avalé mon morceau de fouet. Je viens goulûment de le mettre dans la bouche, du coup. Bah, vas-y, c'était pété. Là. Bon, alors, putain. Hop. Allez, Merci. c'est parti. Et donc Allez, le à la- fouet à la- se passe de main en main. Allons-y. Je vais prendre ma voix de crooner, du coup, pour l'introduction. Allez, vas-y Angelo. Je me souviendrai toujours de ma première encyclopédie. Un volume très épais d'un seul tenant, offert par ma tante probablement lors de mon 7e anniversaire. Je me rappelle encore clairement de ces après-midi à lire cet ouvrage page par page et revenir sans cesse sur le chapitre consacré à l'univers et au cosmos. Déjà, enfant, le vertige des échelles de grandeur, l'irrationnelle immensité de l'univers me grisait. Je regardais le ciel et je me sentais écrasé par tant d'ampleur. Mon imagination s'enflammait, quittait mon corps et partait sur de très longues distances à la vitesse de la lumière, loin de notre système solaire, à la recherche de l'inconnu absolu. Se représenter l'espace, c'est d'abord faire le vide, achever une forme de contemplation magistrale à explorer un territoire stellaire sans fin. Il y a cette sensation de vertige infini. Et puis il y avait le chapitre sur l'origine de l'espèce humaine, les premières représentations picturales dans l'obscurité d'une caverne. Pour moi, aujourd'hui, beaucoup plus tard, écrire cette introduction sur le space opéra, c'est faire le lien entre ces deux chapitres. Car aussi loin que remonte la manifestation artistique de l'homme et de son monde, le ciel et les étoiles ont constitué sa première source d'inspiration, qu'elle soit artistique, mythologique, historique et littéraire. C'est une conviction très personnelle mais résolue et réfléchie. J'assume le fait de déclarer que le space opéra est la fenêtre la plus ambitieuse par laquelle se libère l'imagination des hommes. C'est une toile d'encre noire dont le cadre n'est soumis à aucune contrainte, aucune limite de distance, de temps ni d'espace. Le space up n'est pas seulement un monde parallèle de l'homme, c'est un univers avec un U majuscule, d'un gigantisme tel qu'il peut défier et rejoindre le nôtre. L'épique est donc un caractère inhérent au space opéra. Il ne sera pas question ici de retracer toute l'origine de ce genre.
Je laisserai cependant à l'auditeur l'anecdote que space opera, anglicisme, était d'abord et avant tout péjoratif et utilisé pour la première fois en 1941 par un type, Wilson Tucker, qui en faisait un parallèle avec le soap opera, un feuilleton kitsch et mélodramatique de mauvaise qualité qui pour lui se passait dans l'espace. Sauf que le space-up, d'abord timide sous-genre de la science-fiction avant les années 30, est vite devenu titanesque dans ses proportions et sa complexité dès lors. C'est le terrain de la démesure. Qu'il soit question de conquête de l'homme, de géopolitique complexe, de sociologie, de guerre, de diplomatie, de science, de découverte, de colonisation et d'altérité. Et tout cela dans l'immensité de l'espace. Le grand public vous parlera de Star Wars dans les années 70, la porte d'entrée. Peut-être de Star Trek la décennie qui précède. Les connoisseurs vous parleront de Flash Gordon en 1936. Les érudits lèveront le doigt avec des auteurs français du 19e siècle. Les posthumes en 1802 de Rétif, Star ou Psy de Cassiopée de De Fontenay en 1854, ou L'Humaine de Camille Flammarion en 1872. Mais les puristes vous parleront de tout ce qu'il y a entre. Ils vous parleront d'Isaac Asimov et de son cycle de la Fondation, de 42 à 93, et bientôt adapté en série par Apple, de Dune de Frank Herbert en 65, adapté en film en 84 par David Lynch, et bientôt encore par Denis Villeneuve. Ils vous parleront des Cantos d'Hyperion de Dan Simmons dans les années 90, de Valérian et Laureline, des mondes d'Aldébaran, de la caste des Métabarons, des illustrations de Manchu, de Battlestar Galactica, du cycle d'Omal, de Latium, des œuvres de Leiji Matsumoto, de Gundam, de Macross, de 2001 de l'Odyssée de l'espace de Kubrick en 68, de Solaris de Tarkovsky en 72, d'Interstellar, Heavenline, Halo, Mass Effect, etc. Il nous sera évidemment impossible de tout couvrir, d'être exhaustif. Il nous sera évidemment impossible de tout couvrir, d'être exhaustif dans cet épisode. Pas plus que nous ne pourrons compter toutes les étoiles de notre propre Voie lactée. Mais il est inutile de vous cacher la joie et la gratitude que j'ai aujourd'hui de parler de Space Opera avec mes copains. Attachez votre ceinture, cher auditeur, et fermez les yeux. Nous nous apprêtons désormais à entrer dans l'hyperespace de la science-fiction. Bon voyage. Avec mes copains. Bravo, elle est là, moi je dis. C'est du Baudelaire. La petite énumération m'a donné des petits frissons dans le dos là, c'était très agréable. Ah, je me demandais quand est-ce qu'elle allait s'arrêter, l'énumération. Ah, ça peut être encore long. Il y a tout ce que j'aime là-dedans quoi. Ah, ça va manquer d'un petit alien dans la liste. Il manquait le caca de Matt Damon. Eh oui, ouais. Alien, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et Matt Damon et son caca, si tu veux. Ah oui, les tomates. Les patates. Bah, merci pour cette intro, Angelo, c'était magnifique. Et vu que c'est moi qui anime, cette fois, je n'oublie pas le quiz, comme tous les autres. On n'est jamais aussi bien servi. Fallait que j'anime pour que ça soit bien fait, bordel. Et du coup, on va se faire un petit quiz sur le Space Opera. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est votre ultime bafouille? Alors, je vais tenter un concept, on va voir si ça marche ou pas. Vous allez tous les quatre en mode un peu jeu de rôle, quiz. Donc, il va y avoir des questions. Si vous répondez bien, bah, tout se passera bien. Si vous répondez mal, Ça se ça se passera passera mal. mal. Voilà. Ah ok. Le concept est simple. C'est simple, hein, bah oui, mais il faut le dire. Alors, vous êtes 4 navigateurs de l'espace et un chat dans un vaisseau spatial Il est passé où, le chat? à la dérive qui vient d'être attaqué par un alien. Votre seul moyen de survivre, atteindre le vaisseau de secours pour rejoindre votre planète natale. Mais pour cela, il va falloir traverser 12 sas sans se faire tuer par l'alien. Ok. Votre objectif, au moins un survivant. Ok. Et pour passer donc de salle en salle, vous devez répondre à des questions de culture générale sur le Space Opera. Ah, donc là, on est tous en les coop. quatre. On est en coop. Vous êtes en coop. C'est intéressant. Ça. Ok, très bien. Alors, comment on décide qui va mourir si... Non, bah, c'est moi qui le dirai. Ah, ok. Oh, ok. C'est trop piffé comme truc. Toi, je t'aime pas, tu meurs. Le noir, il meurt en premier, c'est ça? Bon, bah voilà, c'est pour ma gueule. Il y a des chances qu'Angelo, tu y vas ça un peu. Putain. Ah, sauf si vous répondez bien, tout simplement aussi. Alors, première question, littérature. Quel roman est composé de 5 nouvelles qui sont dans l'ordre les psychohistoriens, les encyclopédistes, les maires, les marchands et les princes marchands? Alors, c'est quel quoi? Quel roman? Bah, Fondation. Oui, oui, c'est on est d'accord. Vous inquiétez pas, la première elle est facile. Non, mais tu sais, t'as le doute, quoi. Première, elle est facile. Ouais. Il est marrant, lui. Donc vous avez bien répondu, vous récupérez des objets pour ouvrir les stalles. C'est pas mal quand même. Ah oui. C'est pour ça que je l'ai fait facile comme ça serait Est-ce con qu'on que vous peut avez pas récupérer vos des morceaux de fromage aussi? Est-ce qu'on peut récupérer un chat? Ouais. Bah vous avez déjà le chat. Oh merde. Deuxième... D'ailleurs, on peut le tuer en premier, le chat. On verra. Connard. Il est pas du tout d'accord, Maurice. Deuxième salle. Quel film de Space Opera retrouve-t-on dans notre générique de fin? Et là, si vous répondez mal, vous êtes des nazes. Le générique de fin. Ah bah si, on... Mais qui l'écoute? Ah, le 5e élément. Oh putain, j'ai eu peur qu'il vous le trouviez pas. T'es nul. Je l'écoute tellement pas le générique quoi. Ah là là, Oh là là. vous m'avez fait peur quand même. Bon, vous récupérez des armes, ce sera plus pratique pour un peu niquer le... Ok. Troisième Le chat. salle.
Quelle série de bandes dessinées est scénarisée par Christopher Arleston et dessinée par Didier Tarquin? Et là, ça ferme un peu sa gueule. Ouais. Allez, un mort. C'est pas les Bah, Cassos des Métabarons? Non. C'est quoi déjà la BD dont t'as... Laureline, Elle était dans ta liste. tout à La l'heure. Casse des Métabarons? Non, dans... Non, Laureline. Valérian, c'est Mézières, ça. Perdu, c'est pas ça. Alors, une réponse? Ah, attends. Ce serait pas Aldébaran? C'est votre réponse? Non, attendez. Pedro, tu dis rien? Il a rien, Pedro. Je connais que dalle. Ouais, je l'ai pas du tout. Ok, non. Allez, Baron? Non, c'est pas ça. C'est l'Enfeuse des étoiles. Oh merde. Quel con! Eh ouais. Ah oui, mais oui, oui, d'accord. Bon bah, l'alien vous attaque, vos armes s'enraillent. Désolé, c'est le chat Kairi qui meurt. Allez. Tout ça parce qu'elle est noire. Est-ce qu'on peut l'emmener avec nous en cas de. Ah bah, de tu peux problème garder de le cadavre, ouais. Si jamais on se perd dans le donjon. 4e salle. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, vers quelle planète voyage le Discovery One? Ah, c'est Alors, bon ça. Oh merde. Je ne l'ai pas Je vu. dirais. Moi, je dirais Jupiter. Bah, je croyais que c'était ça aussi, mais je suis pas sûr. La Terre. Pépé l'a pas vu. Autant de Jupiter. Ouais, moi, je dirais Jupiter. Bah, c'est ça que je pensais aussi. Ouais, c'est Jupiter, bien joué, les gars. Putain. Donc, vous réussissez à passer la porte tranquillou avec vos Allez. épaules. Tout se passe bien. Room 5. Dans quel jeu vidéo retrouve-t-on les Covenants? Je pense que ça se dit comme ça. Vénérant une ancienne civilisation connue sous le nom de Forerunner. Ah ah. Déjà, vous pouvez dire que c'est pas Mass Effect parce que Oui, normalement il parce aurait que répondu sinon, vite. Du coup, je bug. C'est pas Mass Effect, c'est pas Mass Effect. Attends, Dans quel jeu vidéo retrouve-t-on les Covenants ou Covenants? Ah, mais il n'y a pas un jeu vidéo qui Vénérant s'appelle, une ancienne civilisation connue sous le nom de Forerunner. Mais c'est Et- pas et dans les Cheese of aliens, the c'est pas dans Covenant, Alien, c'est pas les jeux Alien. Est-ce qu'il y a Covenant dans le titre? Il y a Alien Covenant. Je vous c'est dirai pour pas. ça que je pense à ça depuis tout à l'heure. Bah mais- oui, Bah, moi, je fais la relation avec ça, mais c'est peut-être une connerie. Ça se dit Covenant, je pense. Alors C-O-V-E-N. C'est quoi? Non, c'est Halo. Ah, Putain, Angelo, j'ai- t'étais où là? Ah ouais, mais allô, jamais je joué. sais pas, je maîtrise pas, ouais. Ah ouais. Vos armes s'oreilles. Aïe. Angelo meurt. Ah bah oui, On avait prévenu. Hein. C'était Mais tu peux toujours répondre. Hein, Ouais, t'es je vais quand même- manger, voilà, comme T'es ça. quand même là. Merde, c'est celui qui a le plus de culture. Je quoi. me fais un Non, mais croche-patte. il je peut vais toujours bouffer. répondre pour l'idée quand même. Quelle série de bandes dessinées scénarisée par Pierre Christin et dessinée par Jean-Claude Mézières? Valérian. Enfin, C'est ça. le titre exact, c'est pas- Valérian et Laureline. Mais c'est bon, ça va. Bah, de toute façon, c'était une salle de pause, rien ne se passe. Allez, super. En Vous avez fait, d'une façon ou d'une c'est un autre. Among Us. Attention, 7ème salle. Vous êtes plus que 3 quand même. Dans quelle série retrouve-t-on les personnages de Jet Black, Faye Valentine, Edward Hong et Einstein? Einstein. Ah, Mais t'as le droit de Cowboy de Bebop. parler, Angelo, Il ou veut est pas parler dans le barbare micro. Angelo. Vous dites quoi? Cowboy Bebop. Ouais, c'est Cowboy Bebop. Tout se passe bien, vous avez évité Einstein, c'est le l'attaque. chien, j'avais oublié. Putain, c'est le mec qui est mort qui. J'ai pas mis le personnage principal, enfin, pour éviter que ça aille. Room 8. Quelle série télévisée franco-japonaise est inspirée de l'Odyssée d'Homère? Ulysse Ouh. 31. Ah oui. Ouais, c'est ça, c'est lui. C'est pas 31, c'est 31? Si, si. Ouais, Si. ouais, 31 Ulysse chiffre 31. Ok, 31. Vous êtes sûr du chiffre? C'est votre dernier mot. Ah là là, Arrête ouais, de nous foutre des doutes. Voilà. bien joué les gars, Ulysse 31. Ouais, Des vous êtes bon. formations Vous êtes professionnelles, bon. j'étais persuadé que c'était Ulysse 51, mais pour de vrai. Ah, sérieux, quoi. C'est Ulysse qui est bourré tout le Il temps. vous reste 4 salles les gars. Vous êtes encore 3, vous êtes bien parti. Quelle série a été produite par Sidney Newman, puis Russell T. Davis, puis Steven Moffat, et maintenant par Chris Chibnall? Doctor Who. Oh là. Steven Moffat, il a produit Doctor Who, ça j'en suis sûr. Mais après, je sais pas si c'est cette Surtout, série-là. qu'il a ça un fait une lien, longue liste, donc c'est pas déconnant vu que c'est une série qui s'étale sur des. Ouais, bon, années. on dit Doctor Who. Allez, moi je suis Allez. chaud. Bien joué, c'est ça. Bah, vous récupérez un peu de lecture pour le voyage. Ah, cool. L'intégrale d'Asimov, comme ça, il y a ce qu'il faut. On peut faire. Room 10, attention. Ça nous ralentit vachement, non? Ouais, ça peut, ouais, parce que c'est un peu lourd, ouais. Quel roman de Frank Herbert de 1965 a été adapté au cinéma sous le même nom en 84? Dune. Ouais. Dune. Dune. Avec Sting en calbar. Ouais. Ah oui. Et ça vaut le coup. Je crois que c'est Mais un, en calbar stylisé, attention. hein. c'est un des premiers films sur l'espace qui m'a scotché le cul devant mon écran. Moi, c'est un des premiers films que j'ai vu gamin sur l'espace aussi, avec Alien. Ouais, mais, je pense. avec le verre là. Bah, vous êtes bon, ça passe. Hein. 11e salle, donc vous êtes sûr d'avoir au moins un survivant. Quel ancien youtubeur et maintenant Twitcher a écrit la série audio Clyde Vanilla? Antoine Daniel. Alors là, Ouais. je Bien dis- joué. je dis- C'est la ça, classe, ouais. moi, je dis bravo. Bravo.
C'est Antoine Daniel, de What the Cut, pour ceux qui connaissent. J'ai pas écouté d'ailleurs son truc. Moi, j'ai pas trop aimé. J'ai écouté, mais après, à tester. Et dernière question. Putain, vous êtes encore 3 survivants, les gars, bravo. Ouais, enfin, pas moi, quand même. Dans Star Wars, comment s'appelle la planète où se trouve le Sénat galactique? Oh putain, c'est sur Coruscant. Ouais, bien joué. Ah, bien, c'est yes. ça. Putain, bravo, les gars. 3 survivants. Trop puissant. Alors, je vous ai aidé, bâtard, je vous ai aidé Allez. 2 fois. Franchement, vu ce que j'ai donné, j'aurais été dégoûté d'être mort, quoi. J'ai répondu à 0 question. Il a juste suivi, il a commenté. Le fait qu'Angelo meurt et que Pedro survive, c'est la preuve de l'injustice dans ce monde. C'est de la provocation pure. C'est honteux. C'est ça la vie, c'est comme ça que ça marche, putain. Et ouais. Bon, bah, vous avez bien aimé le petit concept? C'était cool. C'était Ouais, vraiment c'était cool sympa. comme idée. Ça change pour une fois que vous étiez tous ensemble. Bon, on va partir sur le thème. Allez, on part dans le dur, là. Allez. Et donc, on va commencer par Pépé, donc, qui va nous parler d'un grand ponte Ouais. du space opéra, de la SF, Isaac Asimov, Pas n'importe qui. avec... Donc c'est déjà plus d'un demi-siècle. Et attends, j'ai un petit truc pour ouvrir le générique. Ah, Il va petite ouvrir une bouteille. surprise. Vous aurez chacun un instrument. C'est vrai que Attention. souvent ça. C'est trop drôle. Putain, c'est trop fait chier, quoi. Vas-y Pépé, tu peux y aller. Ok, alors donc ça c'est mon générique à moi quoi. Allez. Donc je vais vous parler d'une œuvre écrite par le Tolkien de la science-fiction, Isaac Asimov. Isaac Asimov, c'est 500 ouvrages d'anticipation et de science-fiction, parmi lesquels figurent 2 séries ayant eu un impact colossal, le cycle des robots et le cycle de Fondation. Tout de même, on a un prix Hugo en 1966 pour la meilleure série de tous les temps. Donc c'est un prix unique. Il a Ah oui, jamais d'accord. été, Je l'ai dit, je t'ai jamais c'est- entendu parler de c'est ces la seule œuvre qui a eu ce prix, c'est Fondation. Ok. Donc Isaac Asimov, tout ce qu'il a écrit s'inscrit dans un même univers qu'il a créé et qui s'étend sur plusieurs millénaires. On pourrait s'attarder des heures sur son œuvre complète et l'énorme influence qu'il a eue. L'influence qu'il a eue sur les auteurs de science-fiction qui ont suivi. Et aussi sur les avancées technologiques apparues par la suite. Car comme bon nombre d'auteurs de science-fiction, il a influencé, mais lui, il a vraiment été même un visionnaire. Je vous explique pourquoi. Parce que en 1964, il écrit un article pour le New York Times où il se projette 50 ans dans l'avenir et tente de deviner le monde de demain, notre monde d'aujourd'hui donc. Et l'écrasante majorité de ces suppositions se sont avérées vraies. Entre autres, on avait les premières voitures autonomes et les robots avec une IA balbutiante, le début de la conquête de Mars avec des vols sans équipage humain, etc. etc. Ah, pas mal, hein. Donc Bien c'était vu. assez ouf. Beaucoup mieux que dans Retour vers le futur, hein, il s'est un peu moins raté. C'est clair. Donc est-ce qu'on peut parler de prédiction, de prémonition? On peut surtout dire que déjà il avait une formation en sciences, beaucoup d'imagination et le nez très fin. Alors je vous parle de ça parce que il s'est aussi amusé à faire des hypothèses sur l'avenir démographique et sociologique, sur la seule base de son intuition et de ses connaissances sur le monde qui l'entoure. Et du coup, ses prédictions sur l'avenir géopolitique, il en a fait une science mathématique imaginaire qui est le point de départ de son œuvre Fondation. Qu'est-ce que Fondation ? On va même parler de cycle de Fondation. Et oui. Ces 7 nouvelles parues entre 1942 et 1950, rassemblées ensuite en trilogie, Fondation, Fondation et Empire, Seconde Fondation, s'y ajoute ensuite une suite en 2 volumes en 82 et 86, qui fait le lien avec les robots et l'ensemble de son œuvre. D'accord. Puis 2 volumes en 88 et 93 qui sont un prélude à Fondation. C'est le zbeul. Moi, je vais vous parler principalement de la première trilogie parce que c'est celle qui m'a le plus marqué et celle que j'ai le plus aimée. Je vais commencer par vous présenter le décor. Donc, on est environ 22 000 ans dans le Turfu. 1 trillion d'êtres humains répandus dans plus de 25 millions de planètes, toutes soumises à l'autorité impériale. Attends, un trillion, ça fait combien de milliards, ça? Ça fait 1 milliard de milliards. 1 milliard de milliards, ouais, d'accord. Ouais. Ok. 1 milliard de milliards. 1 D'accord. milliard de milliards, répandus sur 25 millions de planètes. Donc le siège de l'Empire se trouve au centre de la galaxie, donc sur Trantor. Donc Trantor, c'est un petit peu le Coruscant de cet univers. D'accord. Les voyages entre planètes se font par saut dans l'hyperespace. Voilà, on est quand même dans les prémices de ce qu'on va retrouver dans Star Wars un petit peu. Donc cette galaxie est gouvernée par un empire sur le déclin malheureusement. Donc la maîtrise des technologies se perd, les archéologues ne se déplacent plus pour leurs recherches. On a même perdu la trace de la Terre et de l'origine de l'homme. Oh, Des royaumes se créent en périphérie de la galaxie.
On met du coca dans le cidre et du beurre doux dans les galettes saucisses. Oh là là, oh là là là. Rien Oh là là. ne va plus. C'est la, Oh la la vache. décadence totale. L'effondrement est inéluctable. Estimation du délai avant l'implosion, 500 ans. Durée de la période de barbarie post-apocalyptique, 30 000 ans. Mais cette période peut être réduite à seulement 1000 ans. Ces chiffres, c'est le grand scientifique Harry Seldon qui les a calculés. Comment ? Grâce à la psychohistoire. Qu'est-ce que la psychohistoire, me direz-vous ? Mais oui, qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est quoi, Jamy? Eh bien là, je Jamy, sors je vais mes vous cartons. C'est une science mathématique qui permet de calculer les probabilités de différents avenirs. C'est un peu un mélange de statistiques, de sociologie, de collapsologie. Et voilà, ça a permis à Harry Seldon de voir un peu le futur. Les Nostradamus C'est un petit peu un Nostradamus. Ouais. Et à la suite de ses recherches, donc Seldon est convaincu que la chute de l'Empire ne peut être évitée. Ses conclusions arrivent aux oreilles de l'empereur, qui ne voit pas d'un très bon œil qu'un groupe de scientifiques écorne son image de toute puissance. Harry et son équipe sont donc envoyés en exil, sauf que c'est exactement ce que Seldon voulait, car il a un plan, le petit filou. Pour préserver les connaissances de l'homme, pour développer un nouvel empire galactique plus vaste et plus solide, où régnera la paix, et pour réduire le temps d'interrègne, donc qui était à la base, si vous avez bien écouté, de... Personne n'a écouté. Si, 22 000 ans. 30 000 ans. 30 000 ans, le Sbeul avant la fin. 30 000 ans de Sbeul, il peut le réduire à 1000 ans. Ouais. Donc il crée alors la fondation sur la planète Terminus en bordure de la galaxie, dans le but officiel d'y rédiger l'encyclopédie galactique rassemblant toutes les connaissances humaines. Le lieu, le temps, les circonstances, tout concorde mathématiquement et inéluctablement jusqu'au développement de l'Empire universel. Harry prend donc le premier charter à destination du trou du cul de la galaxie. Pourtant, aucun autre psycho-historien ne fera partie du voyage. Alors, je vais vous parler un petit peu du déroulement de l'histoire suite à ce premier chapitre, en fait, qui est une première nouvelle. En fait, je vais spoiler un petit peu. À un moment donné, je vais m'arrêter. J'ai envie de dire, c'est sorti il y a 70 ans, donc au bout d'un voilà, moment... après... On n'est pas trop... Il n'est pas trop tard pour apprendre. Je l'ai toujours pas lu. Après, il y a une série qui va bientôt sortir, mais le livre est tellement vieux. Je vais m'arrêter un moment, un grand tournant de la série. Avant la dernière page, quoi. Donc, au fil de l'histoire, on gravite plus ou moins autour de Terminus, et on va voyager sur les planètes périphériques, puis sur Trantor au centre, puis au-delà. Et on va aussi voyager dans le temps, en faisant des bonds de 50 à 200 ans. Donc dans les premiers chapitres, on va voir la Fondation évoluer et suivre le déroulement du plan Seldon, et on va peu à peu comprendre un peu mieux pourquoi le cours de l'histoire ne peut être interrompu. Chaque crise Seldon marquera une époque de l'histoire et sera l'occasion de faire connaissance avec des personnages charismatiques confrontés à des situations bien variées. Alors je parle de crise Seldon. Donc une crise Seldon, c'est quand la Fondation est menacée et qu'il n'y a qu'une seule issue pour s'en sortir. Lorsqu'une crise pointe le bout de son nez, les dirigeants et divers représentants de la planète se réunissent dans la crypte de Seldon pour assister à un discours. La première fois, ça se passe à peu près comme ça. Pour gérer une crise, ils font juste un discours, les mecs, quoi. En fait, Harry Seldon avait tout prévu, du coup, il fait une apparition sous forme d'hologramme. Donc, ils vont dans la crypte. L'hologramme d'un vieil homme en fauteuil roulant apparaît. Mélenchon. Et là, il est encore là, le mec. Il est parti, quoi. Mais c'est incroyable, quoi. Métier politicien, quoi. Et du coup, ça se passe comme ça. Il fait coucou, je suis à Lyon. Et non, je suis à Terminus, à la Fondation. En plus, c'est un Mélenchon, professeur Xavier, quoi. L'horreur. Et du coup, bah non, malheureusement, c'est pas Mélenchon. Peut-être sur la prochaine crise. Heureusement. Mais plutôt heureusement. Ouais. Donc il dit, je vous fais en gros comment ça se passe. Donc il leur annonce que c'est un message en différé qu'il a laissé sur le répondeur il y a 50 ans. Si mes calculs sont bons, des méchants veulent vous défoncer. Ne paniquez pas, il y a une solution pour s'en sortir. Mais je vais pas vous la révéler, démerdez-vous. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous avez des potes sur une autre planète, à l'autre bout de la galaxie, non répertoriés sur les cartes. Au fait, l'encyclopédie sur laquelle vous bossez depuis un demi-siècle, c'était une grosse blague. On s'en cogne, en fait. Allez, plus que 950 ans à tenir. On se retrouve à la prochaine crise. Pour sauver l'humanité, je vous ai fait un escape game. C'est trop ça. Vous avez toujours pas réussi à résoudre ce Rubik's Cube en 1000 ans. Et ainsi, les divers assauts contre la Fondation seront contenus par ce qui, sur le moment, s'apparentera à des prouesses individuelles, mais qui s'avéreront n'être que des checkpoints historiques qui avaient été anticipés depuis le début par Harry Seldon et son équipe.
Je ne vais pas vous révéler quel type d'assaut dit barbare va subir la Fondation dans ses premiers siècles d'existence, ni comment elle va s'en sortir. Sachez juste que l'Empire va contre-attaquer, mais qu'il n'y aura pas de place pour les Deus ex machina ou les héros élus surpuissants, ni même de destinée, mais juste une logique implacable. Et ça, les premiers maires de la Fondation, les pionniers l'ont bien compris. On aura 2 personnages importants, Salvor Hardin qui dira « La violence est le dernier refuge de l'incompétence » et Aubert Malo qui dira « Quand je serai maître de cette fondation, je ne ferai rien et c'est cela l'arme secrète qui résoudra cette crise. » Donc bien que tout semble jouer d'avance, la lecture des premiers chapitres reste passionnante. Puis arrive le twist. Ah, Et il y a un twist. Alors, c'est à peu près là que je vais m'arrêter de spoiler. On est quand même sur le 2e bouquin là. Ah oui. Et voilà, ça reste quand même passionnant de lire le début, quoi. Donc au fil des siècles, tous les vices de l'Empire se sont retrouvés dans la Fondation. Inertie, despotisme, mauvaise répartition des biens de l'univers, avec en plus une détermination et une confiance sans faille, puisque du coup ils ont confiance en Hari Seldon et ses prédictions. Et pourtant, une nouvelle menace fantôme plane sur la Fondation. Plusieurs planètes semblent avoir été conquises par une armée aux commandes d'un seul homme. On le connaît sous le nom de... Le mulet. En anglais, The Mule. C'est vrai? Alors, c'est vrai. C'est Pedro. Non, je suis passé chez coiffeur, regarde. Il n'y a pas si longtemps, on y était presque. Donc, les dirigeants et les marchands tous laissent tomber leur querelle intestine et s'unissent contre la menace grandissante du mulet. Plusieurs représentants se rassemblent dans la crypte de Seldon pour assister à son apparition une fois de plus et y trouver du réconfort et reprendre de l'assurance. Et ça se passe à peu près comme ça. Donc là, j'avais prévu de faire la blague de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai? C'est vrai. Mais c'est déjà passé. Coucou. Et Harry leur dit « Alors, c'est la guerre civile, la révolte est en marche ?» Mais là, pas du tout, pas de guerre civile. Donc l'assistance commence à paniquer, il s'est trompé de crise, qu'est-ce qui lui arrive au vieux? Et là, tout à coup, une sirène retentit. Alerte spatiale, la Fondation est attaquée par le mulet. Donc c'est la panique totale, crise d'hystérie, défenestration, rien ne va plus. En même temps, tu fais un mec en mulet. C'est tellement pas sérieux. Attaqué par le mulet. L'inertie de l'histoire épique, ça part prévue trop par vite. Seldon est interrompue. La Fondation est envahie. C'est l'échec du plan. Je vois tellement Chris Waddle en plus. Bref. Alors je vous dirai pas à quoi il ressemble. Je vous dirai pas. C'est un espagnol qui fait de la tectonique. On sait pas. On verra bien. On met un peu de temps à en savoir un peu plus sur le mulet. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un des plus grands méchants que j'ai vu dans. Oh, sérieux? Ah ouais, vraiment, c'est. Déjà, s'il y a une coupe de mulet. Ouais, bah de toute façon, ça calme tout le monde, hein, le mulet. Ouais, déjà. Dark Vador, il peut retourner dans. Il peut repartir. C'est clair. Et puis voilà, après on se pose la question comment il a fait alors que tout était calculé, rien ne prévoyait, parce qu'il y a déjà eu des assauts comme ça et la Fondation a survécu, mais lui arrive à tout surpasser. Donc voilà, je vous laisse sur ces quelques questionnements. Le plan était-il foireux? Est-il foutu? Ou vont-ils s'en remettre? Où sont les psycho-historiens? Où est Stars End, la planète alliée de Fondation? Où est la Terre aussi? Qui est ce mulet? Et comment a-t-il fait pour imposer cette affreuse coupe de cheveux dans tout l'univers? Quelle sera l'issue finale? Non, mais de toute façon, je peux te répondre à tes questions. C'est juste un connard. Il a donné la réponse directement. Ça aurait été beaucoup plus simple. Moi, ça me fait mais là, on sait pas. Ça me fait penser au professeur Dumbledore dans Harry Potter. Quoi. Mais donne-lui les réponses, putain, aide-le. Ah non, parce que le principe de la psychohistoire, c'est que normalement, personne ne doit être conscient d'être soumis aux lois de la psychohistoire. Donc, il y a juste sur Fondation où ils sont. Ouais, mais puisqu'ils le consultent, ils en sont conscients. Bah, c'est que sur Fondation qu'ils sont au courant. Ok. Et encore, non, il n'y a pas de psychohistorien sur la Fondation. Donc, ils sont consultés par l'hologramme, mais sans jamais connaître les chiffres, de vraiment savoir comment ça se passe. Ils savent plus ou moins qu'il y a une prophétie. Donc au bout d'un moment, tu as même une religion qui se met en place, en fait. Il y a une foi en Hari Seldon. Et voilà, encore une religion. Mélenchon, mulet, un bordel pas possible, des questions sans réponse, des trucs. En fait, c'est un film de Guy Ritchie, ton truc. Clairement. Enfin, bref, on est quand même face à une série de romans passionnants avec un style d'écriture clair et fluide, très peu descriptif. Il y a une narration basée quasiment que sur les dialogues. Et donc voilà, malgré quand même les pistolets atomiques et les astronefs devenus des classiques de science-fiction par la suite, l'histoire n'avance pas à coup de piou-piou, zim-zoom. Alors par contre, ça a parfois un petit peu vieilli. C'est assez sexiste dans certaines scènes, très peu de femmes, et quand il y a des femmes, il y a quelques femmes fortes, mais assez peu. Il y avait un aspect que je trouvais vieillot à l'époque, tout est basé sur l'énergie atomique.
Et en fait, j'ai vu assez récemment qu'ils prévoyaient de faire des fusées qui marcheraient à l'énergie atomique. Donc c'est des projets, là, on verra à l'avenir. En fait, je pense que c'est pas... C'est méga dangereux comme truc. C'est pas prêt de se faire quand même, parce qu'il y a c'est pas prêt de se faire, mais ils y pensent. Okay. Pour accélérer les... On a la technique pour le faire, mais c'est juste qu'il y a un consensus international. Il y a un risque. Il y a un consensus international pour pas aller polluer l'espace. En fait, on s'interdit entre pays. Bah non, c'est plutôt que si le lancement il foire, je crois que c'est un cumul de tout ça. En plus, il y a aussi un truc de préservation. On va pas. Mais oui, les modèles existent déjà depuis plus de 20 ans pour faire des moteurs. En revanche, on est en train de réfléchir à envoyer nos déchets radioactifs dans l'espace. C'est une belle saloperie aussi. Ouais. Bah merci Pépé. Et puis juste pour finir, je sais pas si j'ai débordé. T'as débordé. Mais bien comme il faut. Après moi je tiens quand même à dire que t'as résumé 3 livres en 15 minutes, alors que la dernière fois dans le voyage d'antan t'as résumé une nouvelle en 15 minutes. Donc tu t'es beaucoup amélioré. Il a gagné en level. Alors je finis juste sur une phrase de Asimov qui décrit sa série lui-même. Ma série Fondation est une épopée politique. Les individus sont, sur une large échelle, des marionnettes de mouvements sociaux qui les dépassent. Au fond, peu importe notre action, le mouvement nous entraîne. C'est une sorte de déterminisme social. Alors voilà, on pourra y voir un certain fatalisme du coup dans son œuvre. Oui, clairement. Mais voilà, je ne vous ai pas raconté la suite de son œuvre et finalement, il s'est peut-être contredit. Oh là là. Merci Pépé, c'était bien cool. Merci. Ça fait plaisir. Moi, en fait, je vous entends souvent en parler sans savoir du tout de quoi il s'agit. Moi, je l'ai jamais lu, mais je connais à fond parce qu'on en parle tout le temps. Quand les gars en parlent, si tu veux, j'avais toujours une impression de truc avec une espèce de chape de plomb très lourd où je me voyais pas du tout rattraper ça. Ah non, ça se lit. J'ai raté le train, quoi. En fait, tu m'as vachement hypé, ça a l'air d'être. Après, il y a la série qui sort bientôt. La série est censée sortir cette année. Mais à mon avis, ça collera pas exactement. Alors oui, voilà. Mais ça serait super bien que ça traîne pas trop. Apple vient de m'offrir un an là de gratos. Mais en tout cas, quand tu vois la bande-annonce, le trailer du truc, ça promet beaucoup. Enfin, vraiment, c'est une grosse production d'Apple. Donc là, ça envoie du lourd. On verra bien de toute façon. On va passer à la deuxième œuvre. Donc de Romain Lucaso, un petit écrivain français d'Aix-en-Provence. Et là, on est donc 70 ans plus tard, 2018, avec Latium. 2016, excuse-moi. Ouais. En plus, je l'ai marqué 2016, c'est moi qui dis n'importe quoi. Attends, parce que j'ai aussi ton petit instrument pour toi. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu vas kiffer, c'est le truc le plus nul. C'est des checkers. Ah merde, putain. Ça me rappelle quelque chose, Mollusque. Ok. À toi, Mollusque. On n'en parlera pas plus à l'antenne. Oh, la petite goulaille avant de commencer. Alors, du coup, oui, donc je vais vous parler de Latium. Donc c'est un roman donc en 2 volumes, parce que sinon ça aurait fait un bouquin épais de 1000 km. Qui est sorti en 2016, qui a été écrit par Romain Lucaso, qui est un prof de philo à la base. Et donc c'est un roman de science-fiction et de space opera. Sinon j'en parlerai pas aujourd'hui. Ah ouais, c'est pas con. Bien choisi. C'est pas con. Ah, bien choisi, bonjour. C'est sur la piraterie. Oh merde, je suis gouré. On peut pas avancer. Allez, vas-y. Donc je vous balance un petit synopsis rapide. Donc dans un avenir lointain où l'Empire romain n'a jamais pris fin, mais s'est développé technologiquement et s'est étendu dans la galaxie, l'homme n'est plus, il a été éradiqué jusqu'au dernier brin d'ADN à l'issue de l'hécatombe. On n'en saurait pas plus sur la nature de l'hécatombe, à part que c'est une épidémie finalement, quoi. Laissant derrière lui ses automates intelligents. Donc les entités robotiques vont se changer en nef spatiale et quitter la Terre pour retrouver le dernier humain et satisfaire le carcan, qui est en fait une déclinaison des lois de la robotique que je vais un peu développer plus tard. C'était malheureusement sans compter sur l'apparition de barbares qui vont les pousser à se retrancher dans l'Urbs. En gros, l'Urbs, c'est à Proxima du Centaure. Donc c'est en gros, la Proxima du Centaure constitue pour eux leur limite de périmètre de recherche, puisque l'humanité s'est pas développée au-delà de cette limite-là. Donc ils vont s'établir ici pour plus ou moins échapper aux barbares et détruire toutes les planètes qui sont autour, parce qu'ils savent que les barbares ne peuvent pas franchir un certain espace sans s'arrêter pour faire le plein, quoi. Bon, plus ou moins. Proxima du Centaure, c'est juste à côté, quoi. Tu prends l'autoroute A1 et puis à gauche. Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais, mais le péage est un peu cher. Derrière l'autogrill. T'as une bande Tesla en principe. C'est ça, ouais. Donc l'histoire va principalement tourner autour de Plotine, qui est du coup une de ces entités robotiques et qui, après 4000 ans en recherche du dernier humain, va finalement s'incarner dans un corps biologique.
Et Othon qui s'est isolé sur une exoplanète pour y faire naître des hommes-chiens dont il va devenir le dieu. Donc eux sont un peu dissidents, c'est les deux qui vont pas rejoindre l'Urbs finalement, qui vont faire leur truc dans leur coin. Et puis on va suivre également de près certains de ces hommes-chiens qui sont formés par Othon pour combattre les barbares, pour une très bonne raison que je vais vous expliquer. Mais avant ça, on va revenir sur les lois de la robotique et sur le carcan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les lois de la robotique, c'est un concept qui a été développé par monsieur Isaac Asimov. C'est fou ce lien, c'est vachement bien pensé. Dont Pépé vient de nous parler. Et John W. Campbell, ils ont collaboré sur la conception de ces lois-là. Donc la première loi, c'est un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif, ni laisser cet être humain exposé au danger. La deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Et un robot doit protéger sa propre existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Est-ce que je peux t'interrompre juste une seconde Ouais, Asimov, sa formation scientifique, c'était quoi, un physicien? Non, il était dans la chimie. Dans la chimie, d'accord. Ok, Merci. je sais même pas. Donc ces lois et leurs ambiguïtés vont être le fond du travail d'Asimov tout au long de sa vie. En fait, il va régulièrement questionner les limites, voire même en recréer d'autres, et puis il va vraiment jouer avec, quoi. Je sais pas, il avait un trip avec ça, c'était cool, quoi. Et dans l'Atium, en fait, l'obéissance à l'humanité va même constituer une nécessité pour nos intelligences artificielles, puisque la perte de l'humanité va représenter pour eux une perte de sens. En termes vraiment philosophiques, ce qui va les pousser à créer une mythologie autour d'un humain qui va être perdu dans l'espace. Ils ne savent même pas si c'est un humain ou un brin d'ADN ou quelque chose, mais ils se disent que dans l'espace, il y a quelque chose qui va leur permettre de recréer l'humain, donc recréer leur maître finalement. Et le carcan constitue également un frein à leur survie, puisque justement, je vous ai parlé des barbares tout à l'heure, quand ces barbares vont apparaître, il va s'avérer qu'ils ne peuvent pas les combattre. Ils ont l'armement nécessaire pour en finir rapidement, mais leur programmation leur interdit. Ils sont un peu humains, du coup, ces barbares ou... Non, ils sont extraterrestres totalement, mais leur programmation à eux leur interdit de porter atteinte à toute forme de vie, finalement. C'est des Visigoths interstellaires. C'est ça. J'ai l'impression de voir Chris Hemsworth dans l'espace. Pour en revenir aux barbares, en fait, ils vont juste identifier au départ ces barbares parce que les mecs ont voyagé de planète en planète et les terraformer, mais eux ils sont encore trop loin pour le voir. Ils vont juste détecter les activités de terraformation et ils se rendent compte que ces mecs-là bougent régulièrement en fonction de la surpopulation. Dès que sur leur planète, la surpopulation va engendrer des conflits, ils vont se barrer, quoi. Et donc, ils voient bien que les mecs conquièrent petit à petit et arrivent justement dans la galaxie. Proxima, quoi. Mollusque est perdu dans ses lits. Oui, je me suis perdu. Donc, dans un premier temps, il va y avoir plusieurs contournements à ce carcan. Il va y avoir des sabotages non létaux. Il va y avoir les hommes-chiens, finalement, qui sont le bras armé d'Othon et qui, eux, peuvent agir, contrairement aux machines. Plotine en tant qu'humaine a également plus de capacité que quand elle est une simple intelligence artificielle. Du coup, les lois de la robotique l'autorisent à envoyer des hommes-chiens ils arrivent à contourner ce truc-là. En fait, c'est un contournement. Et le dernier contournement, qui est pour moi le pire, en fait, c'est finalement de buter les adversaires directement, mais au prix d'un lourd tribut, puisqu'ils vont sombrer dans la folie. En fait, ça pète complètement leur programmation et ils sombrent dans la folie. Et donc, toutes ces conditions-là vont rendre de plus en plus pressante le fait de devoir retrouver le dernier humain. Attends, un robot fou, ça fait quoi ? Alors, il l'explicite pas vraiment dans le bouquin. On sait qu'ils deviennent fous. Alors, j'imagine qu'après, les autres doivent l'abattre parce qu'il est devenu inutile, quoi. Il se branche un autoradio, c'est un dingue. Il écoute Fun Radio. Il écoute Joule et tout. Il écoute du reggae. Il écoute Danakil à la fin. Ah merde, non. Putain, t'as un mix entre le reggae et le Joule, quoi. Oh l'horreur. Non. Mon Dieu. Oh la vache, ah ouais, ça calme ça. Ah, ça fait mal, hein. Ça pique. Mais moi j'avais une question pour toi, Mollusque, avant que tu ne redémarres. Sauf qu'elle vient de disparaître, la question. Il a bugué. Et cette fois, il a pas pris de rame. L'Android Pedro a bugué. Ça fait 4000 ans qu'on cherche le dernier humain. Ouais, alors il y a de bonnes chances pour qu'il soit un peu momifié, non ? Oui, mais non, parce que c'est pas le même depuis 4000 ans. Il peut être dans un caisson cryogénique, ça peut être un brin d'ADN. Ils savent pas sous quelle forme ça peut se présenter. Mais ils sont en recherche désespérés de cette chose.
Et au final, en fait, les robots de l'URBS, donc c'est le camp qui sont établis près de Proxima du Centaure, va quasiment abandonner cette perspective-là. Et il y aura quasiment plus de Plotine qui va rechercher le dernier humain. Ok. C'est elle qui est en navigation dans l'espace. Chaque fois, je pense à Palpatine quand tu dis Plotine. À Plotine. Un autre aspect intéressant de ce bouquin-là, pour moi, c'est les questionnements philosophiques qu'on va aborder. Tout au long du bouquin, Lucaso va vraiment questionner qu'est-ce que l'humanité finalement. Donc il y a plusieurs réponses qui vont être apportées. Il y a le prisme de l'émotion qui est abordé au travers de Platine, puisqu'à partir du moment où elle a un corps humain, il va y avoir toute une chimie qui va se mettre en place au sein de ce corps et qui va faire naître des émotions. Et pour moi, le paroxysme de ce truc-là, c'est le moment où on va prendre conscience de la mort, ce qu'elle n'avait pas connu avant finalement. Une autre de ces réponses, c'est la capacité à s'organiser en régime politique. Les robots de l'URBS, par exemple, estiment que par leur organisation politique, ils sont devenus la nouvelle humanité. C'est pour ça qu'ils abandonnent finalement la recherche du dernier humain, c'est qu'ils sont l'évolution logique de cette humanité. Okay. Et puis, une autre tentative de question, ça peut être le libre arbitre. Donc là, c'est plutôt sur les hommes-chiens que je vais me concentrer quand je pense à ça. C'est qu'en gros, les hommes-chiens sont vraiment soumis à Auton, puisqu'ils le considèrent comme un dieu. Auton les a créés, donc ils le considèrent comme un dieu, mais à partir du moment où ils prennent conscience du carcan et ils prennent conscience qu'ils peuvent lui donner des ordres, ça va complètement changer la donne, et ça change aussi la donne en termes de libre arbitre et d'aspect philosophique. Voilà, donc pour conclure, pour moi, Latium, c'est un roman de SF avec des putains de batailles spatiales, parce qu'il y en a avec les barbares. Il y a donc là il y a du piou-piou et du tweet. Il y a du piou-piou il y en a aussi dans Fondation, mais très peu. Mais franchement, il y a des belles batailles spatiales. Il y a des personnages qui ont vraiment du caractère. Hein. C'est pas parce que c'est des machines que finalement ils n'ont pas de personnalité. Ils en ont vraiment. Auton par exemple a très envie de justement devenir un dieu, de gloire, de choses comme ça. C'est empreint de culture gréco-romaine. Il y a tout un jargon autour de ça. Et puis on a de la philosophie, de la poétique. C'est un brin théâtral, mais l'écriture reste néanmoins très agréable, quoi. Donc voilà. Okay. C'est un très bon bouquin, je vous le conseille vraiment. Du coup, quand tu l'as lu, les hommes-chiens, tu les imaginais avec quelle tête ? Ouais, comme ça, quand tu l'as dit, je pensais un peu à Black Sad, mais vers son chien. Tu imaginais un chien en particulier je vois plus, c'est les chiens avec les oreilles tombantes. Là. Ouais, les coquins. C'est marrant, moi aussi, j'ai pensé à ça aussi. Alors que ça peut être des Yorkshire, des caniches. Je vois pas quelle partie du chien se remplace par une partie humaine. Comme dans Mars Attack. Qui l'upgrade en fait pour combattre. En fait, lui, il constitue les hommes-chiens justement pour les faire combattre parce que lui, il peut pas le faire. C'est pas la question ? Non, c'est plutôt, je vois pas quelle partie du corps en fait te permet d'upgrader un gros chien par exemple. Quelle partie d'un pépé par exemple tu prends quelle partie d'un pépé tu prends pour mettre sur un gros Rottweiler pour qu'il batte un truc un peu costaud. Honnêtement. D'un pépé, c'est peut-être pas le bon choix, quoi. faut tout changer, là. Non, mais c'est des... Enfin, voilà, ils ont le corps d'un homme et la tête d'un chien. En fait, ils sont obtenus par un espèce de mix de poules génétiques parce qu'en gros, il n'y a plus d'ADN humain. Okay. Donc, il va essayer de recréer justement une race, quoi. Et pareil pour Plotine, par exemple, son corps, elle le crée par de l'ingénierie génétique, mais finalement, elle n'a pas d'ADN humain, donc ça va être du mix de plein d'espèces pour essayer d'avoir un truc qui se rapproche le plus de l'humain, quoi. D'accord. C'est pour ça, moi, le côté Black Sad, ça me fait un peu penser, c'est des chats, mais c'est vraiment un corps humain avec une tête de chat, quoi, on va dire. Ouais. Et du coup, je le mets la même chose avec des chiens. Oui, c'est ça que j'imaginais. Et pareil, les hommes-chiens ont vraiment une putain de superbe histoire. Parce qu'exemple, il y a justement un des hommes-chiens qui va s'être barré de l'emprise d'Auton pour mener une vie, en gros, plus ou moins de pirate de chien sur sa planète d'origine, puisque Auton est sur Xiboutis, donc c'est le nom de la planète. Donc cet homme-chien va se barrer, va partir plus ou moins en guerre contre son dieu, quoi, finalement. Et puis il va se faire alpaguer, et ils vont le ramener, et finalement il va revenir pour combattre parce que c'est ça qu'il attendait depuis toujours, quoi. Enfin, donc il y a plein d'histoires qui s'entrecroisent. C'est assez tentaculaire comme bouquin, mais il y a vraiment beaucoup de trucs intéressants à analyser, quoi. Je trouve que en termes philosophiques, Latium, c'est vraiment l'exemple parfait de toutes ces pépites de littérature francophone
qui passe sous le radar en fait. Enfin, tu vois, ça c'est typiquement. Il a un beau focus pendant les Utopias, non Ouais, non, mais je veux dire, tu vois, enfin, en termes global, c'est un truc qui mériterait d'être traduit dans. Ça me fait penser au transpersonnage. Enfin, je trouve que c'est le genre de bouquin. Ça m'étonnerait pas du tout que dans quelques années, si tu veux, les Américains tombent dessus, ils disent, oh putain, on va en faire une série. Enfin, tu vois, transpersonnage, j'ai eu un film. Mais oui, non, mais justement, je prends le transpersonnage en exemple. Enfin, tu vois, c'est une BD qui passe sous le radar et puis il leur faut 20 ans aux autres pour comprendre qu'en fait. Ça mérite on a qu'à le faire en même temps. Bah non, mais c'est vrai. Il faut le budget pour la C'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, on peut pas non plus. On a aux Américains de faire ça quand même. Après, le truc est tellement riche. Je me demande si en série ça pourrait être assez facilement compréhensible parce que par exemple, on a aussi cette notion d'IA qui vont se scinder en plusieurs autres robots en confiant des pans de leur personnalité parce qu'ils ont besoin que l'un accomplisse une fonction et l'autre une autre. Et finalement, les pans de personnalité vont entrer en conflit entre eux. Quoi. Ça serait plus complexe à adapter que du Tolkien, par exemple, pour toi ? Bah, il y a de la philosophie. Dans le sens où tu tentes vraiment dans de la psychologie, je pense que ça peut être compliqué. D'accord. Bah ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de concepts. C'est cool, ça a l'air intéressant. Moi je l'ai pas lu donc. Je pense que je le lirai. C'est à lire. Bah merci Mollusque. C'était très intéressant. Je voulais aussi vous montrer les deux bouquins côte à côte. Oui, c'est Mandchou les illustrations. Actuellement il est en train de nous montrer les bouquins. Et du coup les deux bouquins constituent une seule et unique illustration quand on les met côte à côte. SPQR. Et c'est trop cool quoi. Et oui, du coup c'est des vaisseaux SPQR puisque l'Empire romain n'a jamais pris fin. Ah bah oui, ça se tient. Il avait fait pareil pour Romal aussi de Laurent Genefort, qui était un autre cycle de space opéra français assez ouf. Voilà. Cool. Et bah c'était cool. On va changer d'univers. Fini la littérature, c'est bon. On va partir sur des jeux vidéo et de action RPG. Une grosse trilogie d'exploration spatiale avec Mass Effect et Angelo. Et nouvel instrument. J'ai peur. Non, toi t'as le classe. Ok. Il a le saxophone. Putain, il a le saxophone. Il s'est enjoué. Duke Silver. Ah ouais. Oui. Attention. Ouais, ça va résonner. Oh la vache. 3, allez. J'ai l'impression d'être appelé à la cantine. C'est trop ça. Ça me donne faim. Allez les enfants. Ça marche pas comme ça. Allez. Bon, ben oui, moi je vais vous parler de la trilogie Mass Effect. Alors, bon, je savais pas d'où partir parce que c'est tellement dense aussi comme truc. Je me souviens d'une petite phrase du JDG quand il avait présenté Mass Effect. Alors le JDG, ça veut dire le joueur du grenier pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le joueur du grenier. Quand Mass Effect Andromeda était sorti en 2017, il y a quelques années, il avait dit c'est simple, pour moi Mass Effect c'est le Star Wars du jeu vidéo. C'était la meilleure trilogie que le jeu vidéo avait à offrir. Et donc pour une fois, moi je vais pas vous parler d'un jeu vidéo, mais je vais vous parler donc d'une trilogie, de la trilogie en elle-même. Ah, hush. Non, rien. Ah, d'accord. Non, rien. Il est en train de manger son olive. Ah, c'est pour ça. Non, parce que ce truc, Star Wars, meilleure trilogie. Du coup, ça rend. Bref, non, rien. Du jeu vidéo, hein, j'entends. Oui. Donc, pourquoi après tant d'années et à un mois de sa réédition en mai 2021 prochain, en 3 volets, elle est devenue si adulée dans le paysage vidéoludique parce que après tout, quand je vais vous donner les dates, en fait, c'est une trilogie avec des opus qui sont assez rapprochés les uns des autres. Et après, nada quoi, avant 2017 et Mass Effect Andromeda. Donc pourquoi c'est quelque chose de très riche, profond et pour moi bien plus mature que Star Wars. Et pourquoi Mass Effect porte si bien et si haut les couleurs du space opéra en emmenant le joueur / spectateur dans un monde galactique, grandiose, complexe et incroyablement immersif. Donc, des données pour commencer ma chronique avant de vous faire ça en 3 parties comme d'habitude. Donc, Mass Effect. Il commence à se vanner tout seul. Non plus. Mass Effect, c'est une trilogie donc, de jeux vidéo sortis en 2007, 2010 et 2012. Donc, sur Xbox 360, PS3, Windows. Et ensuite, Wii U pour Mass Effect 3. Wii U. Souvenez-vous, ça existait. Sérieux ? Et oui. Donc, c'est développé par BioWare qui était édité d'abord par les Microsoft Game Studios avant leur acquisition par EA qui les avait rachetés en 2007. Donc c'est une trilogie qui a été suivie par un 4e jeu, donc Mass Effect Andromeda, qui ne suit pas le même canon narratif. Donc voilà pourquoi il n'est pas inclus dans cette trilogie. Il est sorti en 2017 sur Xbox One, PS4 et Windows, donc pas la même génération. OSEF, des moult spin-offs sur mobile, voilà, on s'en fout. En plus, juste Andromeda, il a été un peu. Il a été décrié, on reviendra dessus. Comme l'auditeur pourra revenir sur notre pilote, qu'il pourra écouter sur toutes les plateformes plusieurs fois. Donc, c'est aussi, Mass Effect, c'est aussi moult romans, des comics, un jeu de rôle, fan-made d'ailleurs, qui est trop cool, des jeux de société Risk et Monopoly, des films fan-made.
je savais pas, il y a un film en préparation. Avec le putain de Henry Cavill en commandant Shepard, il est dans tous les mauvais plans. Dès qu'il y a un jeu vidéo qui doit être adapté en film, il est pour sa gueule. Je sais pas pourquoi il est là. Si c'est pas lui, c'est Mila Jovovich. De toute façon, c'est lui ou l'autre con. Donc voilà, j'en ai marre. Je veux qu'il laisse le jeu vidéo tranquille. Dans le prochain Resident Evil, elle est pas prévue. Mais par contre, je suis désolé, mais Mila Jovovich, c'est quand même 2-3 tons en dessous encore qu'Henry Cavill. Ça reste un acteur, un vrai. Ouais, il y a des débats. Il est pas mauvais dans tout. Moi, je rejoins plutôt Pedro là-dessus. Je trouve que t'es toujours en train de cracher sur lui, alors que je sais pas trop pourquoi. Mais bon, on s'en bat les couilles. Mais par contre, Mila Jovovich, qui peut y aller, je m'en fous. Tartine. Cinquième élément, c'est nul. Oui, mais après, non. Moi, le cinquième élément, je déteste tout sauf Bruce Willis. Donc. Mais après, elle a fait que du Resident Evil, et c'est parce que son mari était producteur. Voilà, elle a fait Jeanne d'Arc. C'était nul quand même. Mais bon. Alors, je ne savais pas, il y a eu un film d'animation sorti en 2012 et il y a une attraction dans un parc en Californie. Voilà, donc en 3 parties, le contexte et l'histoire comme d'habitude, en deuxième plan ce que la trilogie apporte aux jeux vidéo et en troisième ce qu'elle apporte au space opéra. Donc, le contexte et l'histoire, c'est très compliqué, serrez les fesses, accrochez-vous. Dans les très grandes lignes, donc l'humanité pose le pied sur Mars en 2069 et crée l'avant-poste Armstrong. Voilà. Référence à Armstrong en 1900. Donc 79 ans plus tard, donc en 2148. Armstrong, le cycliste, tu parles? Oui, c'est ça. Oui, c'est celui qui a gagné le Tour de France. Voilà. Tu m'étonnes qu'il était dopé, le mec. Attends, il faisait du saxo. Il allait jusqu'à Mars. Le mec allait jusqu'à Mars avec son vélo et personne s'est douté de rien. Il a fait une E.T. mais jusqu'à Mars, quoi. Donc, 2069, l'homme pose le pied sur Mars. 79 ans plus tard, donc en 2148, des prospecteurs découvrent des ruines extraterrestres qui sont donc en fait d'origine protéenne. Je reviendrai dessus plus tard sur ce que sont les protéins dans Mass Effect. Qu'ils traduiront et emmèneront les humains à découvrir une année plus tard que Charon, donc une des lunes de Pluton, n'est pas une lune, mais un relais cosmodésique. Alors, un relais cosmodésique, qu'est-ce que c'est ? C'est un portail qui permet de véhiculer un vaisseau vers un autre portail. Et donc, en fait, les humains vont se rendre compte que toute la Voie lactée est reliée par de multiples portaux dans pratiquement chaque système solaire. Des arches, en fait. Oui. Comme pour les humains, mais pour les vaisseaux. C'est des ports. C'est ça. Donc l'humanité fonde alors à ce moment-là l'Alliance interstellaire pour coordonner l'exploration et la colonisation de mondes extraterrestres. Donc je vous passe les détails à vivre sur les 16 années qui vont suivre. Les hommes rencontrent d'autres races avec lesquelles ils vont avoir des conflits, puis apprendre à vivre avec. Et sur ces 16 ans, donc de 2149 à 2165, et petite parenthèse, je trouve que c'est très réaliste en fait en termes d'avancée technologique et d'exploration en fait. Tu vois, le pied sur Mars en 2069, ça paraît réaliste pour nous en fait aujourd'hui en 2021. Donc, quand ils fondent leur première ambassade sur la Citadelle, donc la Citadelle qui va être le sorte de Coruscant des races interstellaires de la Voie lactée, ils vont connaître leur plus grand bond technologique et de savoir de leur histoire. Voilà. Donc, à partir de là, ça c'était le contexte. L'histoire, très rapidement, le premier Mass Effect, il commence en 2183. Le joueur incarne un homme ou une femme, parce qu'il personnalise le personnage comme il veut. Donc soit c'est John ou soit c'est Jane Shepard. Shepard qui est une référence au premier homme américain ayant allé dans l'espace. Étant allé. Putain de porto. Que t'es prof d'anglais. Hein, ayant mis son cul dans l'espace. Voilà. Envoyé enquêter sur l'assaut de la colonie humaine Eden Prime par un mystérieux vaisseau après la découverte par cette dernière d'une balise protéenne. Donc Shepard, au contact de la balise, aura une vision de la mort et de la destruction de toutes les principales races intelligentes de la galaxie. Il découvrira plus tard en fait que ce vaisseau est un moissonneur et alarmera le conseil de la Citadelle de leur retour imminent. Alors un moissonneur, qu'est-ce que c'est ? Un moissonneur, c'est une pieuvre. Une pieuvre qui fait à peu près 2 à 5 km voilà, de hauteur. Et qui moissonne purement et simplement les êtres humains. Voilà, ils récoltent leur sang et leur... Mais c'est un vaisseau, c'est pas. C'est un vaisseau. C'est pas animal. Hein. C'est pas organique, c'est. Alors, je ne dirai rien de plus, mais c'est inspiré. Voilà. C'est une technologie qui est inconnue pour toutes les races de la Voie lactée. Donc, on présuppose qu'ils viennent de la galaxie voisine, qui est donc du coup Andromède. Et donc, tous les 50 000 ans, les moissonneurs viennent moissonner, parce que tous les 50 000 ans, les moissonneurs estiment que du coup, chaque race intelligente est rendue à son paroxysme. Et donc, ils viennent sur la Voie lactée. Pour l'image, pour nous, ça va vachement plus vite que ça, je pense. Pour l'image, est-ce que ça ressemble un peu au truc dans la guerre des mondes, là, les trucs qui viennent. Alors, pas du tout. Alors, la guerre des mondes, c'est.
Non, je parle pas des ectapades, je parle des trucs qui vont récupérer les gens et qui les gardent et qui prennent leur sang. Oui. Je parle pas des Alors ça, ectapades c'est de base. les récolteurs dans Mass Effect 2, mais les moissonneurs, non, c'est beaucoup plus impressionnant. C'est vraiment un truc qui est, D'accord. Ça ressemble à une sèche. Ah ouais, c'est une sèche mais qui fait 2 km de haut. Enfin, c'est un truc de ouf. Et qui détruit tout simplement. Ouais. Okay. Voilà, donc pour parler gameplay, donc ce que la trilogie apporte aux jeux vidéo, alors même ça c'est pas facile à cataloguer parce que grosso modo ce sont des jeux d'action / tir à la 3e personne, mais avec des éléments d'RPG pour l'accumulation d'expérience et l'arbre de compétences, et aussi des éléments de navigation et d'exploration, à pied ou en vaisseau, parce que je rappelle que vous êtes le commandant de votre vaisseau et que vous pouvez aller où bon vous semble dans la Voie lactée, et je n'insisterai jamais assez sur le caractère totalement grisant de cette expérience. D'ailleurs, un chiffre que je vous ai trouvé pour vous, chers copains, et vous aussi auditeurs, dans toute la trilogie Mass Effect, il y a 393 systèmes solaires à explorer. Oh la vache. Système solaire. Ah oui. Ça fait du taf, hein. Ah non, mais c'est incroyablement grisant. Fois combien de planètes en moyenne? Ah, tu peux. Alors, chaque en système. moyenne. Comme ça, je pourrais pas dire. Chaque système est totalement différent. Tu peux avoir des systèmes à 10 planètes comme tu peux avoir des systèmes à 2-3 planètes. Ah, mais si c'est que des planètes où il y a que du vide. Non, parce que chaque système est explorable. Chaque système, tu peux au moins sonder ne serait-ce qu'une planète dans le système, sinon au moins poser le pied. Donc, No Man's Sky, ça a essayé aussi, ça n'a pas marché. Hein. Ouais, parce que c'était généré. Ouais. Et donc, mais c'est aussi un simulateur de rencontre. Parce que tu peux pécho la plupart des gens de ton équipage que tu recrutes. Voilà. Et oui, mais tu nous en avais parlé. Donc tous les jeux vidéo qui parlent du shop en fait. Ça c'est quand même cool. Voilà. Et donc blague à part, les dialogues ont une importance capitale dans le cheminement de l'histoire parce que chaque dialogue possède des choix et des choix qui ont des conséquences et ce que l'on retrouvera plus tard dans un autre très grand jeu, Witcher 3. Et c'est d'ailleurs peut-être là la première marque des grands jeux de ceux qui restent dans la mémoire. La trilogie Mass Effect, elle avait d'abord été encensée pour la richesse et la complexité de sa trame narrative, de l'écriture et du développement de chacun de ses personnages principaux, des doublages. Car chaque dialogue était doublé, à l'époque c'était ouf, je vous rappelle qu'on est en 2007 pour le premier Mass Effect, et selon vos propres choix. Rappelons aujourd'hui que la trilogie Mass Effect est considérée parmi les jeux ayant défini la 7e génération, donc celle de la X360, PS3, voilà. Et c'est peut-être là son plus grand exploit. De nulle part, en 5 ans, ça s'impose, 3 petits tours et puis s'en vont. Games Radar avait ajouté que l'histoire et la galaxie avaient été si bien construites qu'on en avait l'impression que la franchise avait déjà des décennies d'expérience. Ça a marqué un tournant dans l'histoire du jeu vidéo dans la manière de raconter une histoire. Mass Effect 2 est souvent considéré d'ailleurs comme l'un des plus grands jeux de tous les temps. Dans les agrégateurs, il présente à lui tout seul plus de 70 fois la plus haute note. Donc c'est-à-dire plus de 70 fois un 10 sur 10 ou un 20 sur 20 ou un 100 Ah oui, d'accord. Je comprenais pas. Opinion très souvent partagée par les fans. Voilà, donc ça c'est ce que ça apporte aux jeux vidéo. Pour finir très rapidement sur le Space Opera, ce qu'il apporte au Space Opera, c'est peut-être avant tout cette note de justesse et de maturité et de cohérence dans la chronologie des événements liés à l'humanité, aux différentes races qui peuvent habiter la Voie lactée, qui la composent, et d'ailleurs à l'échelle incroyable de la Voie lactée à elle seule. Tout cela donne un aspect immersif incroyable. Il subjugue également les codes les plus typiques du space op, l'aspect sociopolitique diplomatique complexe entre différentes races stellaires, le caractère épique des enjeux, encore une fois l'immensité des échelles et des possibles. En conclusion, j'aimerais faire un retour en clin d'œil sur ma toute première reco dans notre pilote, que je rappelle que vous pouvez réécouter sur toutes les plateformes plusieurs fois pour s'assurer de comprendre de quoi je parle et pour surtout parler de la déception en fait que fut Mass Effect Andromeda. En dehors du fait de dire que voilà, les mecs ils réutilisaient une franchise incroyable, le Mass Effect Andromeda, pour rappeler très bien ce que j'avais dit dans le pilote, c'est un voyage dans l'humanité de 600 ans. Donc il quitte la Voie lactée pour aller dans la galaxie voisine, Andromède. Donc c'est la première fois que l'humanité quitte la Voie lactée. Voilà. Et donc l'objectif à la base c'était de l'exploration pure. Sauf que pour moi, il y a eu un gros défaut d'imagination. Pour revenir un peu sur ton intro de tout à l'heure où tu disais que finalement c'était l'espace, c'était le champ des possibles. Le champ de tous les possibles. T'étais un peu dégoûté à l'époque, tu nous avais dit ils auraient pu imaginer plein de trucs et ils sont restés hyper terre à terre et collés à ce qu'ils connaissent. Ils ont voulu respecter les codes parce que c'est pas le même studio de développement que ceux qui ont fait la trilogie, pour comprendre. Et c'est dommage parce que sur le papier, l'histoire avait du potentiel. La BO de Mass Effect Andromeda est incroyable, mais ça s'arrête là. Voilà. Mais tu penses que c'est plus un côté tribute ou alors c'est plus c'est facile et ça permet d'engranger du pognon sans trop s'emmerder? Bah c'est EA, donc c'est la deuxième option. Ouais, d'accord. Moi, il y a un truc sur Mass Effect que j'entends toujours, c'est-à-dire des critiques positives sur tout.
Et une grosse critique négative pour les 30 dernières secondes de. Oui, le 3, bah ouais. C'est un peu comme Evangelion en fait. C'est la fin était très très décriée. Ils avaient fait des DLC pour refaire la fin de Mass Effect 3 pour contenter les joueurs. Ah ouais, non, mais ça avait été très très. Evangelion aussi, ils ont essayé de faire des DLC. Ils ont fait des épisodes. Mass Effect, pour moi, c'est comme ça, c'est un des meilleurs jeux qui existe, enfin d'après les gens étaient tellement déçus. Mais la fin, les 30 dernières secondes sont à chier, quoi. Ouais, merci de le dire parce que c'est le vrai gros reproche, c'est que Mass Effect 3 il est super bien noté, il y a pas de souci, mais la fin du jeu, la clôture de la trilogie, les joueurs étaient très très déçus, ouais. Voilà. Bah merci beaucoup Angelo, vous avez pas d'autres questions? En fait, ils étaient dans un rêve. Classico, classique. Merde. Si aujourd'hui, du coup, si on veut se reprendre ça, par exemple, eh bien le mois prochain. Toute la trilogie sort. C'était il y a 3-4 jours maintenant. Ah oui, alors, c'est-à-dire en mai 2021, toute la trilogie ressort en remaster. Était déjà sortie. Et voilà. Fais chier d'enregistrer en décalé, bordel. Et elle sera sur Windows, elle sera sur PS4 et 5, et elle sera sur Xbox One et Xbox Series. Pour la version PS5 et la version série, elle sera optimisée. Voilà. Et donc combien d'heures de jeu? Au moins 300 heures de jeu. Infini. En vrai, infini, parce qu'il y a des mecs qui perdent des heures et des heures à explorer la Voie lactée. Tu te perds dans la Voie lactée. Un bon jeu, c'est un jeu qui se torche en 15 heures. Alors, forcément, c'est là que tu vois que je suis pas un gamer, quoi. Ça, c'est comme une bonne baise en 30 secondes, ça suffit, quoi. La gratuité. Et en plus, c'est les 30 secondes qui sont décevantes. Ah oui, en plus. C'est hyper gratos. C'est clair. Il a rien demandé, il a rien vu venir. Oh la vache. Je sais pas quoi répondre. Ah ouais. Merci beaucoup, Angelo. Bon, on va parler musique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé musique. C'est vrai. Avec David Bowie. Donc, on a entendu beaucoup de ses chansons dans beaucoup de films. Je les ai remarqué. Good Morning England, Les Gardiens de la Galaxie, ou Inglourious Basterds, par exemple. Et du coup, t'as aussi le droit à ton petit instrument. Ah bah oui. Et je pense en honneur de David Bowie, j'ai pas mieux. Et pour info, j'en ai acheté un pour vous tous, mais je vous le donne pas tout de suite, sinon vous allez faire n'importe quoi. C'est un kazoo. C'est un kazoo. Oui. Attention. Non, faut... Vas-y, merci. Allez, donne-le maintenant. Et oui, je vais vous parler de David Bowie. Je vais vous parler plus précisément de Space Oddity, merci. Désolé, j'ai un M&M dans la gorge. Space Oddity. Et Space Oddity, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, Space Oddity, c'est le titre d'un album ainsi que d'une chanson écrite et interprétée par David Bowie. Parlons de la chanson d'abord. Elle a paru en single en juillet 1969 au Royaume-Uni sur le label Philips Records, puis sur le deuxième album studio du chanteur David Bowie, au mois de novembre. Son titre renvoie à celui du film de Stanley Kubrick 2001, Space Odyssey, sorti l'année précédente. Elle raconte l'histoire d'un astronaute, le Major Tom, sous la forme d'un dialogue entre ce dernier et sa tour de contrôle. Le décollage de son vaisseau se déroule à merveille, mais le Major finit par disparaître dans les profondeurs de l'espace. Je vais vous conter l'histoire de ce morceau. Allez. Après l'échec de son premier album éponyme, David Bowie diversifie sa palette artistique. Il s'essaye au mime et au théâtre, tente de monter un spectacle de cabaret et décroche des petits rôles au cinéma et à la télévision. Oui, ça te fait marrer. Barrez-vous contre mime. Il reste actif musicalement en formant avec sa petite amie et un pote un trio folk, Feathers, qui donne quelques concerts à Londres fin 68. En décembre, l'impresario de Bowie met sur pied un projet de film musical afin de promouvoir les chansons de son protégé. Il lui demande d'écrire un morceau vraiment exceptionnel à ajouter aux autres. Influencé par le long métrage de Stanley Kubrick 2001 l'Odyssée de l'espace, sorti au Royaume-Uni en mai 68, et qu'il aurait vu après avoir consommé du Green Dragon. Donc le Green Dragon, c'est une drogue c'est un dragon vert en version. Ouais, voilà. Pour faire simple. C'est tout à fait ça, Charlie. C'est ce que tu vois quand tu l'apprends, c'est ça? En gros, je crois qu'il y a de ça, ouais. Voilà. Bowie écrit Space Oddity. La ballade des Bee Gees, New York Mining Disaster 1941, est une autre inspiration de la chanson. Oui, j'ai pas du tout envie de prononcer 1941 en anglais. Tu as raison. Voilà. Est une autre inspiration de la chanson. Le tournage du film promotionnel intitulé Love You Till Tuesday débute à la fin du mois de janvier. Space Oddity attire l'attention de Calvin Markley, qui travaille comme publiciste chez Mercury Records, et c'est grâce à son aide que Bowie parvient à intéresser ce label,
qui voit d'un bon œil la possibilité de profiter de la publicité autour de l'alunissage de la mission américaine Apollo 11 en sortant un 45 tours parlant de voyage spatial. En juillet 69, Space Oddity est diffusé dans la Sono avant le concert des Rolling Stones à Hyde Park. Une semaine plus tard, Philip Records publie le single Space Oddity avec sa face B, Wild Eye Boy from Freaklood. Attends, juste une seconde, tu peux rappeler la date à ce moment-là? C'est quelle date? On est en juillet 69. Donc en même temps qu'Armstrong pour le coup. Attends, okay. Laisse-moi venir. Attends un peu. Putain, le mec il spoil tout que. Okay. Bien il a fait un duo avec Queen. Voilà. Bien, en plus, t'es vraiment pile au bon moment puisque bien que les chansons parlant de l'espace soient temporairement interdites de diffusion en raison de l'actualité, Space Oddity est utilisé dans l'émission que consacre la BBC à l'alunissage des astronautes américains dans la nuit du 20 au 21 juillet. Cette publicité inattendue ne se traduit pas par un pic de vente et elle disparaît du top 50 au début du mois de septembre. Space Oddity semble avoir manqué sa chance, mais elle reçoit un coup de pouce inattendu de la part du nouveau directeur de Philips qui décide de relancer la promotion du single de Bowie. Rapidement, la chanson refait son entrée dans le classement des meilleures ventes et elle en gravit régulièrement les échelons jusqu'à atteindre la 5e place, notamment grâce au passage de Bowie dans l'émission de télévision Top of the Pop, et là je sais que vous avez la ref, en octobre. Le même mois, elle figure en ouverture de son 2e album studio, étonnamment encore une fois intitulé David Bowie. Oui, c'est chelou. Voilà. Ouais. Premier album David Bowie, 2e album David Bowie, pourquoi pas. Après Space Oddity, les singles suivants de Bowie sont des échecs, et il semble promis à la malédiction du succès sans lendemain. Et ce n'est que 3 ans plus tard, avec Starman, qu'il renoue avec le succès. Sous les traits de Ziggy Stardust, vedette glam rock venue de l'espace, il devient une véritable célébrité et le public commence à s'intéresser à ses précédents disques. Afin de répondre à cette demande, et sûrement de se faire un peu de pognon aussi, son nouveau label, RCA Records, décide de rééditer en novembre 1972 son album de 1969, rebaptisé pour l'occasion Space Oddity. D'accord. Voilà. Problème réglé. Puis en septembre 75, après une 15e place dans les charts américains, RCA réédite le morceau Space Oddity au Royaume-Uni, en format single, et puis avec une nouvelle orchestration, un nouvel enregistrement. Je vous en parle pas dans l'histoire, mais il y a peut-être une quinzaine d'enregistrements différents. Ah ouais ouais. Sauf que là, t'es en train de nous en parler, là. Non, mais j'aurais pu rentrer dans les détails. Parce que une fois c'est avec son meilleur pote, une fois c'est avec un autre mec. Bon, bref. Pas d'intérêt particulier. Et donc en septembre 75, après une 15e place, je viens de vous le dire déjà, c'est réédité au Royaume-Uni. Et elle devient à cette occasion le premier numéro 1 de Bowie dans son pays natal en détrônant I Only Have Eyes for You d'Art Garfunkel. D'accord. Oh, putain, c'est le même pack. Mollusque, envoyez la musique. Comme ce soir, je voulais vous passer le morceau, j'ai chopé un cover sympa. Okay. Un petit artiste de Saint-Malo. Ah oui. Control to Major Tom. Et tour de contrôle à Major Tom. Oh merde. Take your protein pills and put your helmet on. Prends tes cachets protéiniques et mets ton casque. Ces messages à caractère informatique. Et tour de contrôle à Major Tom. Commencing countdown engine on. Je l'avais pas vu venir. Le compte à rebours a commencé, les moteurs sont allumés. Check ignition and may God's love be with you. On est lourd sur les instruments. Vérifie la mise à feu et que Dieu soit avec toi. This is ground control to Major Tom. Tour de contrôle à Major Tom. Ça donne envie. Really made the grade. Tu l'as vraiment fait. The papers want to know whose shirt you wear. Et les journaux veulent connaître la marque des chemises que tu portes. Je m'excuse auprès des ayants droit. Pas de procès, s'il vous plaît. On devrait pas être emmerdé. Maintenant, il est temps de quitter ta capsule si tu l'oses. On a pas de problème de DMCA avec cette reprise. On devrait être emmerdé en Syrie quand même. Putain, j'ai déjà entendu 1000 fois et ça me fait toujours retour. Je l'ai vraiment pas vu venir. Ah putain. Ah, moi non plus. Merci Mollusque. Donc c'est un artiste méconnu mais qui gagne à... Ah bah ça. Donc ma petite conclusion personnelle. Eh bien ma conclusion c'est que j'ai été un peu déçu par l'histoire qui entoure ce morceau. Encore plus de l'album du même titre. J'attendais de ce dernier qu'il soit un voyage spatial, dupé par le titre. Mais que nenni, puisqu'il s'agit d'un retitrage putaclic, comme dirait Mollusque. En fait, cet album, empreint de sonorité à la Simon Garfunkel ou Dylan, est plus une sorte d'autobiographie. Bowie parle de sa compagne Hermione, de la mort de son père, de drogue.
Tiens. Et si c'était pour ça que le morceau Space Oddity n'était peut-être pas tant que ça un voyage spatial? Eh oui, les fans de l'artiste ont vite fait le rapprochement entre la description du décollage de la navette et un trip sous drogue. Et de la perte de connexion du Major Tom avec une overdose. Ok. Le génie de Bowie, c'est d'avoir su manier les mots à la perfection pour créer cette illusion. Il aurait pu en rester là, laissant planer le doute, et moi j'aurais trouvé ça juste parfait. Mais 10 ans plus tard, le Major Tom réapparaîtra dans le morceau Ashes to Ashes, excellent par ailleurs, où Bowie le présente comme un drogué. Fin du suspense et dommage, voilà. Ouais, c'est clair, ça tue le truc. Moi en fait, le fait que ce soit finalement un morceau presque de commande pour surfer sur 69 et l'alunissage, que ça soit rajouté à son album pour le ressortir, le machin, ça me pète un peu, si tu veux, la légende autour du morceau. Et voilà, le morceau est très cool, il n'y a rien à dire là-dessus. Tout le talent de Bowie, tu vois, de faire croire, enfin, ça passe quand même sur la BBC un soir où on parle d'alunissage, alors qu'en fait, c'est plutôt une chanson sur la cam, quoi. Donc, non, ça reste du génie, mais la légende, le truc autour est pas super intéressant à, puis il le tue, à quoi. raconter. Exactement. Du coup, si vous voulez faire un vrai trip interstellaire musical, il y a plein d'autres possibilités. Mais j'ai retenu ma préférée, bien aidée par l'actualité récente. Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. Putain, je savais pas que ça s'appelait comme ça parce qu'on s'est écrit des trucs et en fait je l'ai vu, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et alors tu sais pourquoi 4-5, 5-5-5-5 C'est pour les S. C'est ça, les S en fait. Story c'est écrit avec un 5, Secret avec un 5, Star avec un 5, System avec un 5. Voilà. C'est un véritable chef-d'œuvre musical et visuel puisque c'est un film d'animation japonais musical de science-fiction, donc sans parole, et avec très peu de bruitage, qui allie le graphisme de Leiji Matsumoto, dessinateur d'Albator, s'il vous plaît. Galaxy Express, tout ça. Exactement. Et la musique intégrale de l'album Discovery du groupe Daft Punk. Sorti en 2003, il relate l'histoire d'un groupe de musiciens extraterrestres kidnappés qui deviennent des stars sur Terre, puis tentent de retrouver leurs souvenirs et leur liberté. L'idée du film est conçue par le groupe musical français Daft Punk pendant des sessions d'enregistrement de son deuxième album Discovery. Il est en train de vomir dans son... Non mais c'est le rhum de la dernière fois. Il est revenu, le comeback du rhum. On a rhum of the world. Je vous en prie, on vient de voir un des deux Daft Punk exploser, s'il vous plaît. Je suis encore fragile, moi. Ce rhum d'un autre monde. L'idée du film est conçue par le groupe, c'est exactement ce que je viens de dire comme phrase, avec l'aide de Cédric Hervet. Le groupe conçoit un scénario de film croisant le monde de l'industrie du disque et des éléments de science-fiction. Ils entrent alors en contact avec Leiji Matsumoto, dont ils apprécient le travail depuis longtemps. Et ce dernier accepte de superviser la conception graphique du film. La réalisation est confiée à Kazuhisa Takenouchi. Et je m'excuse auprès de ses enfants aussi pour la prononciation. Et partout, le film a été accueilli avec enthousiasme et compliments du public et de la critique, sauf pour la revue cinématographique anglaise Empire. Mais je laisse le soin à Angelo de nous dire ce qu'il pense de la vie des Anglais. Leurs avis, on s'en balèque. Voilà, donc foncez. C'est la version gentille que tu lui as dit. On s'en balèque. Eh ben, c'est très bien ça. Ouais. Et même époque que Bowie et même ambiguïté entre justement est-ce que trip drogue ou trip spatial, mais Pink Floyd. Bah oui, j'étais sûr que t'allais. Oui. Ederson Lake and Palmer. Enfin voilà, tout ce qui est rock prog de cette époque qui devient même du space rock par endroits. Complètement, complètement. Voilà, allez-y, c'est cool, c'est planant. Ah, c'était cool. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de musique. C'est vrai. Ouais. Enfin, depuis Noël. Pas assez, ouais. Clairement. Pas si longtemps que ça en fait. Moi je veux faire une petite anecdote parce que David Bowie, pour moi il y a aussi le duo avec Queen. Oui. Et j'ai appris il y a pas longtemps. Et qu'on a failli avoir aussi un album Queen Michael Jackson. Oh merde. Ah oui. Ah bah oui, exact. Cool. Mais en fait, on en a parlé ensemble ou je sais pas. Non, bah non. Ou ils en ont parlé dans un floodcast ou Non. Ça ne s'est pas fait parce qu'à cette époque-là, Freddie Mercury était à fond coke et ça faisait chez Michael Jackson. D'accord. Et Michael Jackson, il est un peu taré. Et un jour, il est arrivé avec un lama dans le studio. Il fait bah c'est mon nouveau copain, c'est un lama. Et du coup, Freddie Mercury, il a fait mais non, mais le mec, il est venu avec un lama et tout. On arrête tout quoi. Et ils sont barrés. On est passé à un lama et de la coke d'avoir un album Queen et Michael Jackson. Sachant que anecdote passée. Sachant que Queen et Bowie, le morceau, c'est un hasard total. Ils se croisent dans les studios. Oui. Il y en a un qui est en train de chanter et puis je sais plus lequel de deux est en train de chanter. Si c'est ça, c'est Bowie qui est en train d'essayer de faire un morceau, il me semble, et Freddie Mercury rentre dans le studio et il commence à faire. Donc tu fais bon, bah mec, vas-y, continue, on va faire un truc. Et ça s'est enregistré en une journée, il me semble. Et du coup, donc pour conclure, est-ce que vous avez genre d'autres œuvres de space opéra qui vous parlent, Au mal de Laurent Généfort, parce que du coup c'est en lien direct avec l'Atium de Lucaso.
Pareil, c'est en 2 volumes. Alors après, il en a fait qui ont suivi. Grosso modo, l'humanité est enfermée avec 2 ou 3 autres races extraterrestres dans un monde qui fait globalement la dimension du système solaire. Donc ils sont enfermés dans ce monde. Ce monde n'est pas cartographié, il ne peut pas être cartographié parce qu'il est trop vaste. Et ils essayent, donc il y a des conflits entre ces races, mais ils essayent de déterminer mais qu'est-ce qui les a fait entrer là-dedans il y a plus de 50 000 ans, pourquoi, dans quel objectif et comment en sortir. Et voilà, et foncer, c'est génial. Cool ça. Moi j'ai bien un truc, je sais pas si je vous en ai déjà parlé ici, de Space Force. Ah si, ça me parle. Après, mais oui, c'est avec Steve Carell. Ouais, c'est un des derniers trucs de Steve Carell. C'est pas vraiment Space Up, mais... non. Ouais. En fait, j'attends de voir où ça va parce que justement, j'allais vous dire, pour l'instant, on n'est pas allé encore. Ah, quoique, oui, c'est vrai qu'ils font des explorations spatiales et ça peut partir. L'idée, c'est de détacher une branche de l'armée américaine. C'est très. Voilà, il y a la marine, il y a l'armée de terre. Ça part de l'histoire vraie de Trump qui voulait faire ça, Space Force. Exactement. Et ben voilà, t'as tout résumé. Et d'ailleurs, ils se foutent plus ou moins de sa gueule. Ouais. Le casting est plutôt 5 étoiles, hein, puisque Steve Carell, tu le disais à l'instant, et puis son sidekick, c'est John Malkovich. Ah ouais. Ça c'est le deuxième rôle, je veux dire c'est le sous-rôle, c'est le petit rôle, tu vois, c'est Steve Carell et Malkovich, ça va être pas mal. Donc c'est quand même un gros rôle. Oui, il a un gros rôle, oui. Mais ça reste mais ça fait un bon binôme déjà de base. Alors c'est clairement pas aussi drôle que The Office par exemple, voilà, on a déjà vu Steve Carell plus fun et tout, mais il y a un petit côté touchant et puis surtout c'est bien fait en fait. Enfin vraiment c'est bien fait. Je me suis pas emmerdé moi devant les 10 épisodes, je trouve ça très cool. C'est Netflix ou c'est Amazon? C'est Netflix. Et la saison 2 arrive le mois prochain. OK. Voilà. Bonne nouvelle. Donc ça c'est plutôt cool. Et après on en a très peu parlé, mais moi c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de le faire savoir à 2-3 reprises. Je suis pas très fan de Star Wars parce que pris trop tard. J'ai pas le truc de l'enfance. Par contre, je suis assez Star Trek et je trouve que la trilogie récente est plutôt pas dégueulasse. Plutôt bien faite. Et que vous pouvez vraiment y aller. Franchement, je trouve que il y a pas à chier. Entre les Star Wars récents et les Star Trek récents, il y a un gap de, il paraît que la série est plutôt bien. Et il paraît que la série est plutôt bien. Je l'ai pas attaqué encore. Quelle série? La série Star Trek Discovery sur Netflix. Ouais. Tu peux rentrer dedans sans avoir vu. Ouais, je crois que j'avais vu quelques épisodes. On va dire façon de dire, je crois. Mais c'est vraiment. Après, j'aime pas trop. Moi, j'aime pas trop Star Trek, mais pas parce que j'aime Star Wars. Juste. Non, il y a pas de conflit entre les deux, bien sûr. Il y a pas de. Non, mais déjà Star Wars, ça me fatigue un peu comme les Marvel en fait. Enfin, j'en ai marre. Mais Star Trek, en fait, ce que j'aime pas, c'est que c'était sur le papier, ça manque de beaucoup de choses en fait. C'est juste, on se balade de planète en planète. Les films sont pas vraiment comme ça. Pour le coup. Non, pour le coup, c'est pas trop déconnant. Il y a de vrais enjeux politiques. C'est vrai. Stargate c'est pareil, mais Stargate c'est Stargate, il a pas d'argument du tout quoi. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. C'est comme le bon et le mauvais chasseur. T'avais un truc juste comme ça qui en fait, je pensais peut-être plus pour les gosses, mais du coup, je pensais au Maître du Temps, qui est un film de René Laloux, un film animé, et qui est très cool, qui est justement Space Up, mais peut-être un peu plus pour les gosses, donc ça peut être sympa à faire mater aux enfants. Cool ça. Voilà. Pépé, comme ça, vite fait, t'as un truc comme ça qu'on n'a pas moi, c'est Star Wars, quoi, sinon. Fan ultime, même la dernière trilogie, en fait, en la revoyant. Tu la défendrais, la dernière trilogie ? Je pourrais la défendre. Putain. Ah ouais, on va se battre. T'aimes prendre des coups, quoi. Ding ding. Attends, merde, je suis con. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie cloche là, c'est nul. C'est un triangle. Après Star Wars aussi, c'est un peu du fondation, quoi. C'est du fondation avec de l'action et des dérives dans le scénario qui font que c'est et des dérives autoritaires comme en France. Ce qui fait que Star Wars c'est quand même beaucoup moins bien, mais visuellement c'est ouf. Puis voilà. Par contre il y a le côté en France qui fait que Star Wars. Moi, sûr. Très clairement, tu me picousses à Star Wars à l'enfance. Aujourd'hui, je suis un débile avec ça encore, c'est certain. Mais quand tu le vois à 25 ans passés, c'est pas mal. Mais les portes elles sont en carton-pâte. Là, c'est trop long. Voilà. Pour finir sur les séries, Stargate qui va être refait dans pas longtemps. Dans un avenir proche en principe, et vu qu'on est sur les séries Space Up, Battlestar Galactica, je peux pas ne pas en parler. C'est la meilleure série pour moi, Space Up. C'est incroyablement politique. Ne croyez pas que c'est des piou 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 et des c'est avant tout politique et sociopolitique, et c'est fascinant. Battlestar Galactica, allez-y. Voilà. Ok, merci à vous. Voilà, on a bien parlé de ce thème quand même. Alors c'est quoi toi ton petit instrument, Charlie? Moi j'en ai pas, il y a déjà un générique pour la pastille, connard. Allez. Après si je remets un petit coup de sifflet parce qu'il est cool quand même. Ah tu vois. C'est mon générique. Allez, il est cool. Ah oui, je peux le faire moi-même. Le truc de forain.
Allez, venez chercher, on attrape la queue du week-end. Vous me fatiguez. And now for something completely different. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. On n'est pas bien là à sucer des pastilles Vichy, Jack. Je me suis occupé de la pastille pour cette semaine que j'ai nommée Êtes-vous fongible? Du coup... Ça vous fait pas parler de quelque chose, ça Bah, fais confiance à la mycose. Non, Ouais, non, moi je sais, mais je peux rien dire. On va parler de NFT. C'est quoi ça? Voilà, c'est les maladies sexuellement transmissibles avec des champignons sur le sexe. C'est non-fungible token, donc en français c'est les jetons non fongibles. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que ça veut dire fongible? Parce que moi j'ai dû regarder. Qui peut se transformer en champignon. Comme les bitcoins par exemple. Pour moi, c'est on se rapproche. Fongible, non, c'est qui est modifié par utilisation ou autrement. Du coup, jeton non fongible, non modifiable en gros. C'est un mème quoi. Ah Justement. non, d'accord, ok. Ah, c'est pas la même chose. Et en fait, donc, qu'est-ce que c'est le NFT? Donc, beaucoup de gens en parlent en ce moment. Rien à voir avec la MST. En fait, ça permet de mettre en gros un tampon d'authenticité sur une œuvre virtuelle. C'est ça. Ouais. En gros, la vulgarisation, c'est ça. Ok. Et en fait, donc, le propriétaire a totalement la possibilité de partager l'œuvre. Il en est le propriétaire, mais cela ne veut pas dire que l'œuvre ne peut pas être reproductible comme n'importe quelle œuvre, même physique. Il y a quand même des copies de la Joconde ou des trucs comme ça. Mais c'est lui qui a tous les droits de base dessus. Et donc, posséder un NFT, c'est donc posséder un ensemble de droits autour de l'objet. Et ce qui est important dans cette notion de NFT, c'est qu'il est infalsifiable. Donc, tu as le droit sur une œuvre virtuelle. Et en fait, ce que ça peut amener, j'ai deux exemples des utilisations. C'est par exemple, vous avez acheté une œuvre virtuelle, et maintenant, ça existe les musées virtuels. Donc, tu dois payer une entrée et tu peux aller voir des choses. Et du coup, les gens pourraient dire bah, allez, je vous donne mon œuvre, vous pouvez la mettre dans ce musée virtuel, et je récupère de l'argent dessus parce que j'ai l'authenticité de cette œuvre. Ou, maintenant qu'il y a beaucoup de streams de musique, et presque des fois il n'y a plus de CD ou de vinyle, on va dire, il y a beaucoup de gens en tout cas qui le consomment comme ça. Du coup, ils pourraient mettre un NFT, n'importe quel artiste, sur la musique, et comme ça être sûr que personne ne le recopie, et ils savent que c'est eux qui ont l'œuvre originale. Le mec qui a inventé l'histoire des musées comme ça, virtuels, où tu dois payer pour rentrer sur son propre ordinateur visiter, il avait pas un pangolin comme animal de compagnie? C'est possible, il a un peu prévu le truc, quoi. Et en fait, du coup, c'est NFT, donc les non-fungible tokens. Moi j'aime bien en français les jetons non fongibles, j'aime bien, je trouve ça drôle. T'imagines une pièce qui a pas de champignons. Ouais, donc ça peut être mis sur n'importe quelle œuvre virtuelle, un gif, un mème, une photo, une vidéo, un tweet, ce que vous voulez. Toute œuvre virtuelle numérique. Ouais. Pourtant, tu peux faire un copier-coller sur. Oui, mais ça c'est une copie, c'est comme la Joconde, il y a des copies. C'est pas grave, mais c'est toi qui as l'authenticité de la première. D'accord. De l'original. Mais c'est pas en fait, c'est juste que t'as un certificat. C'est un certificat en gros, ouais. D'accord, c'est à moi, quoi. C'est à moi qui possède l'original. Mais tout reste numérique, on est d'accord. Tout reste numérique, ouais. Ouais. C'est ça qui est un peu particulier. Mais en fait, il faut vraiment le voir comme un objet physique, une peinture. Ah ouais, mais moi, c'est comme le Bitcoin, tu vois, c'est ce genre de truc. Pour moi, c'est basé là-dessus, quoi. C'est totalement impalpable. Et le jour où il y a un gros blackout, bah merci, au revoir, salut. On n'a plus d'électricité. Ah merde. J'avais tout mis dans le Bitcoin. Bah c'est con. Mais les gars, je suis riche. Ouais, mais il n'y a plus d'électricité. Ah putain. C'est con. Enfin, toute l'économie est virtuelle, les gars. Ouais. Oui, c'est pas faux, mais la nourriture dans mon frigo, elle est pas virtuelle. L'immobilier, c'est pas virtuel. Voilà. Tout l'argent que tu as. Mes pièges à loup, ils sont pas virtuels. Je m'adapte, je suis en train de devenir Ron Swanson. Et justement, le prix est basé sur la crypto-monnaie qui s'appelle l'Ether. Il est inscrit sur une blockchain qui s'appelle l'Ethereum. Et du coup, qu'est-ce qu'une blockchain? Ah ouais, alors ça, c'est pareil, voilà. Tu vois. Ça, il va falloir que tu sois particulièrement doué parce que j'en ai lu des trucs et j'ai toujours pas pigé. Je le vulgarise. En fait, c'est un registre qui permet d'authentifier l'œuvre à laquelle elle est reliée, dans le cas des NTF, et qui regroupe toutes les transactions reliées à cette œuvre. En gros, c'est un carnet de compte de l'objet virtuel. Putain, mais mec... C'est une traçabilité. Tu as en 5 secondes expliqué mieux que 10 000 articles que j'ai lus où j'ai toujours rien bité. C'est après, parce que si tu vas dans le détail, c'est chiant. Mais faut pas... c'est vraiment la version vulgarisée. Merci. Maintenant, je sais ce que c'est que ce qui est important, en fait, ce registre, il n'est pas sur un serveur central comme peut avoir les banques et autres. C'est justement, il est dupliqué sur de multiples serveurs. Et c'est une communauté qui participe à la gestion de ce registre. Et du coup, le côté décentralisé permet justement de rendre un NFT infalsifiable. Parce qu'en fait, tu as des copies partout. Donc tout le monde, même si tu en modifies une, et avec les autres, ils vont dire bah non, par contre, là, il y a eu un problème, il y a eu quelque chose, il y a eu une erreur, machin. Il faudrait modifier partout, à tout moment, à plein d'endroits, alors qu'elle est vraiment à plein d'endroits la copie. Et ce livre de compte de ce NFT est vraiment dans plusieurs serveurs à plusieurs endroits en même temps. Donc c'est ça qui est intéressant sur le côté infalsifiable, en fait.
Après, donc je vais vous parler de la première fois en fait où les blockchains et tout ont été utilisés, ça s'appelait les CryptoKitties. Enfin, une des premières fois, ce qui a plutôt popularisé, c'est pas la première fois. Chats. C'est en fait, c'était des images de chats justement qui sont caractérisées par un brin d'ADN représenté par un caractère. Donc tu pouvais les acheter. Donc tu avais ton NFT pour les acheter. Et en fait, tu pouvais les faire se reproduire ensemble. Et du coup, tu as 4 milliards de possibilités. Du coup, ça te crée un nouveau. Tu peux reproduire NFT, le chat. Du unique. coup, du nouveau chat, du nouveau CryptoKitties. Et il faut savoir, donc c'était les premiers à faire connaître un peu l'idée de blockchain et tout machin. C'était eux qui ont un peu apporté la chose. Je crois que putain, j'ai pas marqué la date, mais je crois que c'était il y a 20 ou 30. Il y a plutôt une dizaine d'années à peu près. Et à l'époque, par exemple, le chat Genesis, qui s'appelait, avait été vendu environ 97 000 €. Ok, c'est complètement con. Ouais, ça fait bizarre. Mais en fait, c'est un truc de collectionneur, parce qu'on parle de art virtuel, en fait. Mais d'ailleurs, je sais quand est-ce que j'ai entendu, parce que ça faisait caisse de résonance. Je sais quand est-ce que j'ai entendu parler de ton truc la première fois. Le mois dernier, il y a je sais plus quel jeu vidéo qui l'a lancé pour des cartes de collection de foot. Oui. Pour foot, c'est FIFA. Ça doit être. En fait, ouais, c'est ça. c'est le principe des cartes Panini aussi, quoi. Alors ça n'a pas été lancé, mais il y a eu un truc en tout cas rebondissant sur l'actualité le mois dernier. Nickel, parce qu'on j'ai mon petit mot. Non, mais c'est nickel. J'ai mon petit mot sur les jeux vidéo justement. Alors, en fait, justement, ça va permettre de sortir en fait un objet d'un jeu vidéo pour le revendre. C'est-à-dire une arme, un objet, un personnage que t'as fait DLC, poster, n'importe quel truc, tu peux le sortir du jeu et dire bah moi je le vends parce que j'ai mis mon NFT, c'est le mien, ou c'est celui d'un grand mec, je sais pas, Gotaga. Il a dit qu'il y a des gens avec son perso Fortnite machin, il peut revendre son truc parce que c'est le sien. Ouais. Bon, et en fait déjà ça existe déjà en fait un peu ce côté-là parce qu'il y avait déjà un trafic de vente de comptes sur les jeux vidéo. Mais là, en gros, ça va officialiser, t'es sûr d'avoir l'original ou machin. Mais là, tu vends carrément des assets finalement. Tu peux vendre, tu peux vendre l'arme que t'as augmentée, tu peux vendre tel truc que t'as trouvé. Il y avait pas eu un chiffre en bas sur. C'était sur Diablo 3. Diablo 3, je crois plein de jeux, mais ouais. C'était parti en couille dès le début. Attends, sur Diablo 3, il y a des noms de. Il y avait des gens qui faisaient un compte, qui augmentaient le personnage, et après qui vendaient le compte après. C'est ça, c'est le principe. Sauf que là, t'as pas un certificat. On n'est pas dans le cadre du NFT. Il y a des gens les mecs qui vendaient un level en fait. Il y a des gens qui vendent leur compte Twitter quand ils ont atteint un certain nombre de followers. Pour te dire un peu l'état d'esprit. T'as plein de trucs. Oui, mais là, t'as pas de certification légale en fait derrière. Non, mais là, c'est ce qu'apporte le truc. Tout ça pour dire que tout se vend, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Et tu vois, par exemple, il va y avoir des jeux de cartes qui peuvent exister comme Hearthstone et ce machin. Il y a un nouveau qui va arriver. Et par exemple, pour faire 10 exemplaires d'une carte, il y en aura que 10. Parce qu'elles auront un NFT, et c'est sûr que si tu as une des 10, parce qu'il y a le NFT, c'est sûr que c'est l'œuvre originale, et la copie ne sera pas bonne en fait officiellement. Après, je vois ça sur des cartes en papier palpable, mais sur un truc virtuel, des copies, tu peux en faire à l'infini. Même sur un truc papier, Pépé. Il y a des gens qui font des billets. C'est les monnaies. Il est en train de développer. C'est du blanchiment, c'est du blanchiment de cartes que tu nous fais là. En fait, t'as lu l'île noire, Tintin. Non, mais en fait, je comprends la logique, mais c'est vrai que c'est dur de se repositionner en se disant dans un monde virtuel, normalement, tout est falsifiable. Donc, j'arrive à l'intégrer le truc, mais je comprends qu'on n'arrive pas à le. En fait, il faut même le voir en physique, tu vois, tu peux. Vraiment, la Joconde, tu peux faire une copie. Et après, si tu regardes, s'il y a quelqu'un et un expert qui passe, il va dire non, celle-ci c'est la vraie, celle-ci c'est la fausse. Ouais. Et là, en fait, le NFT te permet de dire ça. S'il n'y a pas le NFT, c'est pas l'original ou c'en est un. Quoi. C'est exactement ça. Un hologramme, enfin l'hologramme des billets, quoi. Ouais, c'est un peu, c'est ça. C'est ça, ouais. Par contre, bien sûr, quelques problématiques. Faut pas non plus. Allez. Déjà, la création d'une bulle spéculative. Ouais. Clairement, on va augmenter la valeur de choses par rapport à leur valeur réelle. Quoi, les requins sont engouffrés dans le truc, c'est incroyable. En plus, on parle d'art, donc il y a des trucs où il y a des prix, c'est n'importe nawak. C'est pas de l'art, c'est tout ce qui est numérique finalement. Oui, mais là, NFT, souvent, il y a pas mal de trucs qui sont reliés à des trucs d'art. Ok, je pensais que c'était vraiment tout, quoi. Mais après, oui, non, ça peut être mis sur tout. Et donc, pour l'instant, un manque de législation. Notamment sur les droits d'auteur. Parce que actuellement. Ah mais Adobe il va s'en occuper, ils ont que 10 ans de retard. En fait, actuellement, n'importe qui peut mettre une NFT sur n'importe quelle œuvre. Même si t'es pas celui qui l'a créé. C'est bon. Actuellement. Merci beaucoup pour cette chronique. Je vous laisse, j'ai 2-3 trucs à faire. Ah ouais, ça se fait pas si facilement que ça, mais officiellement, tu peux mettre sur n'importe quelle œuvre de n'importe qui virtuelle. Allez. Moi, j'ai mis sur les NFT sur toutes les vidéos de PV Nova, je sais pas, on sait jamais. Et l'empreinte carbone aussi.
Parce que je vous ai dit que c'était complètement décentralisé, donc plein de serveurs et tout machin. Ah ouais. Donc du coup, une quantité énorme d'énergie pour maintenir les serveurs et pour les process de validation. Et d'information. Et d'information et tout. Tout est mis à jour tout le temps sur plusieurs serveurs. Ouais, c'est de la merde. Donc l'empreinte carbone est pas super ouf là-dessus. C'est pas... Et ça marche pour les bitcoins et autres. Dès qu'on parle de blockchain... j'imagine. Dès qu'on parle de farming, en fait, de data farming. Et du coup, je vais vous finir par un petit jeu de juste prix. Allez. Parce qu'il y a eu plein de trucs qui ont été vendus. Ah, il est venu très vite. Petite gorgée de bière. C'était ton jingle, Jaja. Alors, je vais vous donner des œuvres virtuelles et vous allez essayer de deviner le prix. Chacun donner un prix de combien il a été vendu. À chaque fois, c'est en dollars pour info. Mais ça change pas grand-chose. Le mème de Overly Attached Girlfriend, la copine trop attachée. Je sais pas si vous voyez l'image de la meuf blanche, les têtes folles là. Ah oui, je vois. Pas du tout. Bah attendez, c'est chacun notre tour ou Ouais, vas-y, allez, 50 000 balles. Non mais... Mollusque. C'est un mème. Pour info, on va aller du plus bas au plus haut. 1 million. Ouais, je vais dire 100 000 balles. En quoi c'est en quoi en dollars? C'est en dollars, mais ça change. Je vais dire 100 000 $. T'as dit combien? 1 million. 100 000. Moi je dis 5 000. 5 000. Moi je dirais 5. 411 $. Ah putain, c'est complètement débile. Et attention, c'est le plus bas, il y en a 6 comme ça. Mais attends, juste une petite chose. Je te coupe là, excuse-moi, parce que du coup, j'ai une gymnastique à faire là. On est d'accord que c'est un mème qui est tiré d'un film, d'une série de... Non, c'est une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube. On est d'accord que donc le mème est un découpage de cette vidéo à l'instant T. Je peux faire quasiment le même avec une seconde de décalage de plus à droite, à gauche. Et ouais, ce sera pas le même du coup. Ce sera pas le même, on est d'accord. On va en créer un autre. Ok, c'est complètement con. Ah ouais, c'est bizarre. 400 000 balles, d'accord, ok. Attention, le Nyan Cat, vous vous rappelez ce petit chat biscotte avec. Alors là, on est. Avec on tape dans le million là. Là, pour on tape dans le million. On bien le million aussi. Ah ouais. Vous partez sur 1 million là? Oh bah plus qu'un million, je dirais. Ouais, 10 millions comme quoi, petit Pedro? Hein? T'as une petite idée? J'en sais foutrement rien, c'est complètement crétin. Je vais dire 1 500 000. Eh ben, je vais dire 2 millions. Je vais dire 10 millions comme on n'était pas si loin de l'autre, c'était environ un demi-million de $. Environ 420 000 €. Putain, je trouve ça. Oh la vache, j'aurais vu ça beaucoup plus haut. Vous notez pas? Bon, alors, du coup, on reste sur des valeurs en dessous du million. Il y a la NBA qui a créé des vidéos de Top Shot. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Et ils en ont vendu en 30 minutes à peu près pour combien de millions? Je vous donne déjà en millions. C'est sérieux. C'est quoi les Top Shots? C'est juste des vidéos de mecs qui font plein de shots dingues pendant les films, pendant les jeux, quoi. Moi, ça, c'est au-dessus du Nyan Cat, quoi? Ouais. Sérieux? Mais oui, mais moi je comprends pas. Nyan Cat, c'était au-dessus de tout pour moi. Enfin, moi je dis 30. 30 millions? 30 millions. Voilà. Mais non, faut rester raisonnable. Allez, on va dire 700 000. Mais il a dit combien de millions? Millions déjà, je te parle. Attends, avec 1 million, t'en avais plusieurs ou c'est chacun? Non, c'est en 30 minutes, ils en ont vendu plein. Allez, et ça donne combien? Entre 3 entre 3 et 5 millions. Ouais, je sais pas. Ouais, je vais dire 5 millions aussi. Moi, je dis 100 milliards. Un trillion. Un trillion d'humains. Et non, on est à 2,6 millions de $. En 30 minutes quand même. Putain, c'est énorme. Ouais, c'est débile. Tout ça pour ça. Quoi. Le premier tweet de Jack Dorsey, donc le PDG de Twitter, et aussi le premier tweet qui a été mis sur Twitter. À votre avis, combien il a été vendu? Je l'ai lu. Ça se vend, mais c'est débile. Ouais, je l'ai lu l'autre jour et je me souviens déjà plus. 3 500 000. Mais pourquoi acheter ça? C'est lourd, hein. C'est 3-4 millions, un truc comme ça. Je dis 3 500 000. L'idée, c'est 2,9 millions. Ouais. Ah merde. Mais qu'est-ce que ça te rapporte d'avoir ça? Non, parce que ça tu as le premier tweet. Tu as le tout premier tweet. Charlie, est-ce que ça prend de la valeur? Ah bah. C'est de l'art après, oui, non, enfin ça dépend. Mais non, mais en gros, tu peux boursicoter là-dessus. Ouais, en fait, tu peux revendre. C'est juste une valeur à revendre. Là, je comprends. Oui, c'est un investissement. C'est comme les tableaux. Il y a toujours des connards pour acheter de la merde. En fait, c'est juste ça. Non, mais ça se base là-dessus, les gars. Faut pas. T'as deux choses en fait. T'as ceux qui achètent ça pour le revendre et t'as les collectionneurs, juste en gros, d'avoir le premier tweet et tout machin. Bah peut-être que dans 20 ans. C'est juste à plein de tokens. Mais regarde, moi, j'ai été foutre de l'argent dans un vinyle qui a été donné. Il y a 15 ans. Il était donné. Et moi, j'ai été mettre de l'argent dedans. Alors, c'est pas étonnant qu'il y ait des cons qui aient acheté. Écoute, ouais, ça, on en a déjà trop parlé. Le Defeated Donald Trump, c'est un gif où on voit Donald Trump nu dans un parc complètement tagué, un peu à un mur, avec des gens qui passent à côté et l'oiseau de Twitter qui se pose dessus. À votre avis, combien il a été? Cher. Si on est au-dessus, on est dans les 5 millions. Pour info, c'est vraiment un artiste. 3 millions. C'est le but de le vendre en tant qu'artiste. Ouais, je vais dire, allez, 4 millions. 3 millions 5. Ouh là là, on est à 6,6 millions. What? Et attention, il en reste encore plus haut. L'œuvre Every Day the First 5000 Days
de Beeple, qui est un collage de 5000 images numériques. À votre avis, combien il a été vendu ? Là, on est sur le plus cher de Là, c'est l'histoire. le plus cher. Ouais. Je m'en balais. C'est le plus cher de l'histoire. 1 milliard de milliards. Donc 1 trillion. 1 trillion d'euros. Et après, il va s'ensuivre 300 000 ans de barbarie. Je sais pas. On est déjà dedans en fait. 12 millions. Ah, vas-y, augmente encore. 57 millions. Augmente encore. 50 Est-ce millions. que moi, je suis plus proche que Pedro? Non, faut pas exagérer. Ça arrive pour un trillion. 50 millions 50 millions. Encore plus, les gars. 70 millions. Ah, juste en dessous, 69 millions de dollars. C'est Mais complètement what the fou. fuck C'est débile. Mais qu'est-ce qu'il a de Et en plus, moi, spécial, ça me fait celui-là marrer parce que c'est un collage numérique de 5000 images. Genre ce que Mais tu vas fais- sur Paint. Bah oui, c'est Tu ça. vas sur Paint, putain. Après, il y a une histoire, c'est comme les trucs d'art, Ouais, voilà, il y a un des processus histoires derrière. de... machin, Bah, là, Osef. ouais. Processus moi, cette nuit, je vais passer ma nuit sur Paint. Je vais faire des collages et puis je vais vendre ça. Ouais, tout ce que tu vas récolter, c'est les yeux rouges, mec. Hein. Il faut que tu inventes Mais je les une mettrai à histoire derrière. vendre. Je les vendrai derrière. Faut qu'il y ait une histoire derrière la création. Tu vois. C'est Non, pas mais juste du coup, un mec qui a fait ça dans. Par rapport à... J'achète. C'est nul. Je dis que par rapport à notre podcast où on parle de culture et tout, je trouve que les NFT, c'est le côté virtuel et tout, l'authenticité des œuvres culturelles. Ah, mais franchement, Donc, tu nous as bien éclairé. Nous, on est là-dessus. authentique sans NFT, mec. Voilà. Pour info, Sans champignons, nous. je me suis pas mal inspiré d'un podcast sur France Culture qui dure 1 heure, donc si vous voulez avoir plus d'infos un peu plus détaillées. Qui s'appelle Orio. Kézak. D'accord. Et donc, de toute façon, il sera dans les liens pour aller voir. Et si vous voulez après en savoir plus sur les blockchains et NFT, bah, YouTube regorge de plein de gens qui en parlent. Et qui, Mais mal, c'est toi qui m'as tout appris ce soir. Ah, moi, je l'ai très vulgarisé quand même. Après, si vous voulez Ouais, plus de détails. hein. je commençais à voir ce terme apparaître sur Twitter, mais sans jamais comprendre ce que c'était. Donc merci, quoi. J'avais jamais creusé le truc, en fait. Très bien, très bien. Alors du coup, voilà, cette petite pastille. Ouais. Alors juste avant de passer au reco, je vais faire le petit disclaimer. Pour info, on est en train d'enregistrer le dernier épisode de la saison régulière. C'est ça. Je suis déjà en train de me mettre en short là. Moi. Ouais, je suis en train de c'est- on est- déboutonner voilà. le pantalon, c'est les vacances. On reviendra en septembre. on va remettre un pantalon, quand même. On reviendra en septembre. Il y aura peut-être quelques trucs pour cet été. Donc suivez On sait nos pas, réseaux, on sait pas, on on verra. sait pas. On verra. Des goodies. Possiblement. Peut-être qu'on les mettra à vendre sur Internet. Voilà. On vous redira ça. Non, la seule chose que j'allais vous dire, c'est n'hésitez pas aussi à nous mettre des commentaires, de nous dire ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas par rapport à la première saison. Ouais. Ça peut nous Qui aider, vous aimez, qui vous n'aimez pas. Donc, donc, bah, ça Ça sert va à- dire que c'est moi. Hein. ça sert à rien d'écrire qu'Angelo vous l'aimez pas, tout le monde l'aime pas. Donc, mais non, mais si vous avez des choses à nous dire, bah, justement des critiques positives, négatives, de toute façon, Des on est là thèmes pour à les prendre, recommander. des thèmes à recommander, ouais, carrément. On a verra. encore plein d'idées, mais Il y a encore plein d'idées. on a eu J'ai une bien- gestion comme le bras, mais on accepte. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais je vais la réutiliser. C'est très simple. Si vous nous aimez, vous nous recommandez aux gens que vous aimez bien. Si vous nous aimez pas, vous nous recommandez aux gens que vous n'aimez pas. Exactement, voilà. Donc n'hésitez pas, de toute façon, on sera sur les réseaux. Bah, on est sur toutes les plateformes, je tiens à le dire quand même. Abonnez-vous, Spotify, Deezer, ce que vous voulez, YouTube, Apple Podcast. Voilà, bientôt sur TF1. Encore, bientôt sur TF1. Ah non, bah non. non. Sur RMC Découverte. Et dans toutes les foires. À chaque fois, ça marche. Alors, du coup, on va finir par les petites recos quand même. Et j'ai envie de commencer par Pépé. Est-ce que tu as une petite reco pour nous? Oui, j'y ai pensé au dernier moment. J'ai lu une Comment BD... mettre de l'enduit sur la vidéo L'enduit à la Le chaux roi pour Merlin. les nuls. Non, j'ai lu Il faut flinguer Ramirez. Ah oui. Et alors là, il y a 2 tomes. 3 tomes sont prévus a priori. Et vraiment, c'était Ça a l'air dingue. excellent. Graphiquement, l'histoire, tout. Voilà, allez-y. Mollusque, tu les as dans ta bibliothèque. Faut encore que je lise. Voilà, vas-y, fonce. J'ai eu pas mal de lectures dernièrement à Toi cause aussi, du t'as une podcast. bibliothèque, donc, mais tu lis rien, toi? Non, Non, je mais en fait, ceux-là, c'est ma mère qui me les a offerts. J'étais très content quand elle me les a offerts, mais j'avais encore trop de trucs à lire, donc j'ai pas pris le temps. C'est pareil, c'est dans la bac, enfin c'est dans mon bac, mon backlog là. Je dois avoir 20 trucs à lire avant, mais lire ça, je suis absolument. pressé d'y être parce que ça a l'air trop cool. Ouais, Après, ça a l'air c'est pas... super drôle. l'histoire est pas finie, il y a un tome 3. Sinon, attends le tome 3 et puis... De toute façon, je te dis, j'ai de la marge là. Et me tiens, pas Pedro, maintenant que tu es en train de parler. Est-ce que tu as une petite reco pour nous? Merde, j'en avais une tout à l'heure. Putain, c'est comme les questions, ça part aussi vite que ça vient. Si, alors, une première petite reco podcast, un podcast qui s'appelle Pas de mélange. Je connais pas, tiens. De 2 messieurs qui vivent en région parisienne, mais qui sont pas parisiens à l'origine. Dijonais et luxembourgeois. Qu'on dans nos âges. Mais luxembourgeois des Deux-Sèvres. Et qui font un podcast politique et société.
Ah ouais. Très sympa. C'est un petit peu ce qu'on fait nous, grosso modo, sauf qu'ils sont que 2. Et que c'est pas pop culture, mais politique et société. Et c'est bien déconnant. Au début, je me suis dit, oh, ça va être un peu plus carré que nous, sûrement un peu plus sérieux et tout. Alors, dans le global, c'est moins bordélique parce qu'ils sont que 2, donc forcément, oui, ça part ça moins aide, cacahuète. Ouais. Ils ont pas Pedro dans leur truc. Et ils ont pas. Ouais, ça va, toi. Alors là, s'il te plaît, puis Jadas. Tu l'as cherché là. Je l'ai branché là. Et non, c'est cool. Ils se prennent pas la tête. Ils s'autorisent tout. Il y a pas de. Voilà, ils sont. En plus, c'est sans fioriture. Il n'y a pas de générique d'intro, pas de générique de fin. Et donc, le titre, c'est pas de mélange parce que ils sélectionnent une boisson systématiquement par épisode et ils lichent ça pendant tout l'épisode. Ah d'accord. Je crois que ça parlait justement politique. Rien à voir avec la comme, politique du coup. Alors non, justement, ils font le truc de Fanta. Ils ont fait un petit disclaimer à épisode 1 ou 2, je crois, en disant alors oui, on n'avait pas fait gaffe, mais c'est vrai que pas de mélange, ça n'a pas de rapport avec les thèmes dont on va parler. Voilà. Non, c'est plutôt cool. Ils sont vraiment sympas. Et un deuxième truc, j'ai l'impression. Et non, c'est déjà pas mal. Voilà, on va s'arrêter là. Angelo, est-ce que t'as une petite reco ou pas? Ouais, alors c'est une petite série qui vient de commencer, ça s'appelle Battlestar Galactica. On dirait moi avec Stargate. Juste, l'humanité s'est fait décimer après avoir créé une intelligence artificielle qui était assez intelligente qu'elle. L'humanité, il ne reste pratiquement que plus que 50 000 êtres humains. Dans un dernier vaisseau présumé, donc qui serait le Battlestar Galactica, ils sont à la recherche d'une planète mythique qu'on appellerait la Terre. Ah, je la connais cette planète. Ah, excuse-moi, pardon, j'avais une. Non, c'était justement, c'est pas une reco, c'est une un-reco. Si vous avez Netflix, vous vous emmerdez et que tout d'un coup dans les tops européens de la semaine, machin, ça ou va alors être dégagé du montage, allez hop. Non, c'est intéressant en plus. Si vous voyez Tribes of Europa, n'y allez surtout pas en fait. C'est une daube sans nom. C'était hyper attendu. C'était censé être la série allemande qui parle d'un monde apocalyptique. Ouais, je l'ai regardé, j'ai détesté. Putain, c'est nul. Oh la vache. Ok. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Voilà, J'en ai parlé avec personne qui a regardé ça. J'avais même honte d'avoir vu ça. N'y allez surtout pas. Molly, est-ce que t'as une reco? Bah alors moi dernièrement Charme, j'adore Charme. non, voilà, cette semaine je lisais le manifeste du Parti communiste. Ah, il l'a dit. Donc voilà quoi, je savais pas si j'avais le droit d'en parler quoi. Tu l'avais jamais lu avant? Non, je l'ai jamais lu. En fait, je voulais commencer à me lire du Bégodeau et donc je me suis lancé là-dedans parce que je me disais que c'était un prérequis. Et puis sinon, jeux vidéo, je me fais Gravity Rush en ce moment, donc c'est très cool aussi. C'est quoi Gravity Rush? Je connais pas. C'est en gros tu interprètes, c'est un peu un RPG. Du coup, tu interprètes une adolescente qui manipule la gravité. Donc en gros, ça revient à voler quoi, mais du coup, tu manipules la gravité, donc c'est pas pareil. C'est pas le même phénomène. Voilà. Et vu que c'est moi qui anime, on m'oublie pas pour les recommandations cette fois. Tu nous recommandes quoi, Chacha? Moi, je vous recommande Demon Slayer. Parce que j'arrêtais pas d'entendre parler de cet animé. Et bizarrement, ça parle de chasseurs de démons, pour ceux qui sont bons en anglais. Et c'est très intéressant. En gros, il y a des démons et donc des gens qui les pourfendent, parce que c'est pourfendeurs de démons. Et en fait, les démons, il y en a un seul qui peut transformer des humains en démons. Et il y a le personnage principal, sa famille se fait décimer et sa petite sœur, direct, est transformée en démon. Mais c'est l'une des seules qui arrive à ne pas bouffer des humains. Et du coup, lui, il devient en plus tueur de démons, et avec sa sœur qui est démon. Okay. Et après, il y a tout un système de hiérarchie, machin. C'est vraiment, on est quand même sur du shonen classique après. Voilà. Mais c'est vraiment, bien animé, alors ça existe en animé, donc sur Wakanim, sur ceux qui veulent la première saison. Il y a un film qui est sorti qui est la suite de la première saison, et la deuxième saison va sortir au Japon cette année. Donc c'est en cours, et franchement, c'est très très cool. Donc la première saison, c'est une 20aine d'épisodes, 24 je crois exactement. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui en parlaient en fait. Et c'est vraiment très très cool. Les personnages sont très attachants. Il n'y a pas un côté trop chiant des fois qu'il peut y avoir sur des shonen où c'est long pour rien. Enfin voilà quoi. Mais il faut y aller. N'hésitez pas. C'est pour ceux qui aiment bien les animés et les shonen à fond. Très bien. Voilà. Merci Charlie. On a fait un petit épisode sympa pour cette dernière saison. C'était cool. C'était bien pour partir en vacances. Un petit coup de sifflet. Vous allez gérer tout ça. Un petit sifflet. Et ce coup de sifflet, ça veut dire que je suis débarrassé de vous pendant 2 mois. Allez. Impeccable. Ça fait tellement plaisir de se rassembler chez toi. Chaleureux, on est bien accueillis. Bon, le chez moi, on se fera une côte de bœuf avant les gars, il y a quand même le rôti. On va aller manger un rôti. Allez à la bouffe. Bon, allez, bonnes vacances. Salut les gars. Ciao. Rendez-vous à la saison 2. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là?
C'était naze. Il y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Il faut que ça pop. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire. Allô, y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Le dame choco. Je me souviens, quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours, vous voyez. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Hasta la vista, baby.